Pour vous donner un petit peu l'ordre du jour, on va faire une première introduction avec Charlotte. On va essayer d'être assez rapide, mais c'est juste pour rappeler le contexte pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas. Et même pour les personnes qui nous connaissent, on va un petit peu plus partager notre expérience, notamment de nos ateliers de code chez Roule. Ensuite, il y aura à peu près 1 heure avec 3 intervenants qui vont vous présenter des choses assez différentes. Donc, on va avoir Julien Mourier de Géry Compétences qui va plutôt présenter un outil qui peut répondre, je pense, à certains de vos besoins puisqu'il s'adapte notamment aux difficultés d'apprentissage. Ensuite, on aura Jérôme Paul de la Maison de l'Emploi de Marseille qui va plutôt vous présenter un format d'atelier qu'eux ont mis en place et un format assez original sur une période assez courte, donc au format plutôt intensif. Ça sera plus autour d'un format, d'une méthodologie. Et ensuite, William Rémy du groupe ARES qui met aussi en place des ateliers autour du code de la route, entre autres, parmi d'autres actions. Et du coup, ils ont un savoir-faire un peu autour de l'ingénierie pédagogique, qui partagera du coup pendant ce webinaire. Et Alice, ce webinaire, on espère garder quand même très bien anticipé. Un temps, on va peut-être couper les micros. Il y aura un temps d'échange en fait entre vous, parce que comme j'ai dit en introduction, c'est l'objectif que vous puissiez vous partager ce que vous faites, vos idées ou vos difficultés. Donc il y aura 30 minutes, ça passera par un petit caout entre autres, et après vous pourrez intervenir pour partager tout ce que vous faites de votre côté. Du coup, on va passer à l'introduction. Alors, est-ce que vous pouvez préparer vos téléphones? Alors, c'est un caout, je ne sais pas si vous connaissez. Vous inquiétez pas, il y aura un petit temps pour la mise en place. Et si par hasard, il y en a certains d'entre vous qui n'arrivent pas à vous connecter, c'est pas grave. Vous pourrez aussi partager vos infos, vos commentaires dans la conversation. Je vais vous partager mon écran. Donc, il y aura deux caouts au cours de ce webinaire, un au début et un à la fin. Là, c'est plus une première partie d'introduction pour déjà un peu mieux vous connaître et comprendre qui vous êtes, à quelle structure vous appartenez, vos besoins et les difficultés que vous rencontrez du coup dans vos ateliers code de la route si vous en avez mis en place, parce qu'il y a peut-être des personnes aussi parmi vous qui sont venues chercher de l'information mais qui n'en ont pas encore mis en place. Je commence. Du coup, donc, les questions s'affichent normalement sur votre écran et vous répondez via sur votre téléphone, vous avez les touches du coup pour répondre. La première question, c'est pour juste savoir en fait dans quel type de structure vous travaillez. Donc peut-être qu'on n'a pas été exhaustif dans nos réponses, n'hésitez pas à mettre autre et si besoin à le préciser dans la conversation. Mais c'est un peu les typologies en tout cas que nous on a dans le cadre du projet Permis solidaire. Vous pouvez cocher plusieurs réponses parce que peut-être que vous accompagnez aussi des publics différents. Et c'est intéressant aussi pour vous, juste pour que vous sachiez du coup un petit peu qui est présent à ce webinaire. Donc là, on a les réponses qui s'affichent, ça s'affiche bien. Ok, donc on a une majorité de autres, peut-être qu'il nous manque des catégories, mais on a aussi principalement des missions locales. Pas mal de structures d'insertion par l'activité économique, 9 ESAT, 4 structures pour des publics plutôt migrants, et on a aussi 4 auto-écoles sociales. Ok. Très bien, merci. Je n'ai pas pu répondre. Donc, moi, c'est auto-école solidaire aussi. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Alors, je suis une auto-école solidaire aussi. Donc, je n'ai pas pu répondre, je crois, mais... D'accord. C'est pas très grave si vous pouvez mettre dans la conversation du coup en parallèle, mais c'est juste des petites questions d'introduction, mais il y en a juste 3 autres, mais c'est vraiment pas très grave si vous n'y répondez pas. De toute façon, nous, on a un peu les informations puisque vous êtes inscrits et en indiquant votre structure, donc nous, on pourra accéder à ces informations. Très bien. Merci. Alors, la question suivante, la deuxième, c'est plus pour savoir, peut-être certains d'entre vous n'en mettent pas encore en place, comme je l'ai dit, mais pour voir un petit peu sur vos ateliers de code de la route, quel format ils ont.
soit donc vous n'en animez pas. Est-ce que c'est un format un peu spécifique, intensif sur plusieurs jours? Est-ce que vous en faites plusieurs par semaine, plutôt un par semaine, ou est-ce que ça va être plus ponctuel, 1 ou 2 ateliers par mois? Il y a aussi plusieurs réponses possibles, mais parce que peut-être que vous avez différents formats d'ateliers. Alors, ok, donc là, il y a une grande majorité d'entre vous, et c'est ce qu'on fait nous aussi également chez Roule, qui fait du coup un atelier par semaine. Il y a certaines structures qui font des choses plus intensives, donc 2-3 par semaine. Vous êtes 8 du coup à pas encore en animer, donc on espère que là, ce webinaire pourra vous donner des informations et vous pousser peut-être à en mettre en place. Et on a aussi 14 structures du coup qui font ça de manière plus ponctuelle, donc plutôt de manière mensuelle. Ok, c'est intéressant. Et 3 du coup, donc c'est une minorité de structures qui sont sur un format court et intensif. Ok. Troisième question. Là, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'est sur les difficultés que vous rencontrez si vous en avez déjà mis en place. C'est quoi un peu qui vous pose problème et sur quoi vous auriez peut-être besoin d'aide? Là, il y a plusieurs réponses qui sont possibles parce qu'on imagine que vous rencontrez potentiellement plusieurs problématiques. Est-ce que c'est un sujet de motivation de personnes qui finissent par plus aller aux séances? Est-ce que c'est que vous avez des groupes avec un niveau très varié et que c'est dur du coup de s'adapter à tout le monde? Est-ce que c'est votre public qui a des difficultés particulières sur le français ou qui a par exemple des troubles cognitifs? Est-ce que c'est vous plutôt d'un point de vue RH, ça c'est le vert, vous n'êtes pas assez nombreux pour animer ou vous manquez de temps par rapport à toutes vos autres missions? Ou est-ce que c'est vous avez mis en place des choses qui vous semblent OK, mais vous êtes pas un peu déçu au niveau du résultat, que les personnes mettent du temps à progresser ou ils n'ont pas forcément les résultats à l'examen? En tout cas, ce qui revient le moins, du coup, ça va être les résultats et le manque de temps. C'est un sujet quand même pour certains d'entre vous, on le note, mais ce n'est pas le plus important. Donc, ce qui revient le plus, c'est spécificité un peu des publics, donc sur la maîtrise du français et les troubles cognitifs, la différence de niveau et la motivation. Ok, ouais, c'est intéressant. Je pense que c'est nous aussi, dans les problématiques, je pense qu'on peut avoir dans notre groupe, ça recoupe un petit peu aussi. Ok. Et la dernière question, là, c'est une réponse libre. C'est aussi un petit peu, bon, de toute façon, pour essayer aussi, si besoin, un peu d'orienter le webinaire, mais de quoi est-ce qu'un peu vous auriez besoin aujourd'hui, du coup, pour répondre à ces problématiques? Est-ce que c'est des outils? Est-ce que c'est des coachings? Est-ce que c'est du temps? Donc là, vous pouvez écrire ce que vous voulez. On fera apparaître après les réponses, en espérant du coup que ce webinaire puisse apporter une première réponse. Ok, donc on a 46 réponses. Merci beaucoup. Du coup, là, je vais défiler rapidement. Tout le monde n'a pas répondu. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail. Mais sachez juste pour information, je ne l'ai pas dit en introduction, mais tout le contenu là qu'on va s'échanger, que ce soit ce que vous allez dire sur la conversation, vos questions, là, ce que vous mettez dans le caout, nous, on va essayer un petit peu de compiler toute cette matière en fait dans une synthèse qu'on vous partagera à l'issue du webinaire. Donc voilà, le but, c'est vraiment, je pense qu'on va collecter plein de matières pendant cet échange. Donc le but, c'est qu'on en fasse une synthèse un petit peu plus tard. Donc, si j'en cite quelques-uns, besoin de jeux ou des caouts, par exemple, besoin d'accompagnement plutôt sur la méthodologie, plutôt des outils pour quand il y a vraiment des difficultés d'apprentissage spécifiques. Donc il y a un besoin d'outils, de contenu pédagogique varié. Il y a des sujets un peu plus d'organisation interne aussi sur de manque de personnel ou de moyens pour pouvoir animer. D'outils et de coaching. Je vois qu'il y a des livrets. Ok, donc le ludique, ça revient souvent. On vous présentera après, pour ceux qui ne connaissent pas, on met déjà un certain nombre de choses en place, certains outils, mais le but, c'est qu'on en développe aussi d'autres. Des contenus numériques adaptés à notre public. Encore, ok, du temps. Bon, j'ai l'impression que je ne vais pas passer trop de temps parce que
pas perdre de temps, mais bon, on fera une synthèse comme j'ai dit, mais je vois quand même que les outils méthodaux et outils pédagogiques, ludiques et adaptés du coup aux difficultés d'apprentissage, ça revient quand même très souvent, les outils. Donc c'est intéressant aussi pour nous, hein, pour savoir nous ce qu'on peut développer dans le cadre de Permis solidaire. Donc merci beaucoup pour vos retours. Ok, encore outil. Écoutez, on va passer maintenant, on va rentrer dans le vif un petit peu du sujet. Je vais repartager mon écran. Donc là, ça sera la première partie un petit peu d'introduction. Donc là, on a fait le caout. Donc là, un petit peu introduction sur rapide, hein, mais sur nous, qui on est, roule, c'est quoi les outils permis solidaires. Qu'est-ce qu'on a mis, parce que nous on a des ateliers de code chez nous, on va vous faire un premier, avant de laisser parler les intervenants, on va nous vous faire un premier retour rapide d'expérience sur nous, ce qu'on fait, sur nos enseignements, etc. Et ensuite on laissera la parole du coup aux 3 personnes qui vont partager leur expérience. Donc je vais laisser la parole à Charlotte qui va vous présenter un petit peu du coup qui on est et c'est quoi les outils déjà qu'on peut mettre à disposition du coup d'associations qui mettent en place des actions autour du permis de conduire. C'est bon pour moi. Oui. Super. Bonjour à toutes et à tous. Pour certains et certaines, on se connaît déjà, mais je vous propose une rapide remise en contexte du projet Permis solidaire. Permis solidaire, qui est donc un projet qui est porté par Roule. Roule, qui est le premier club automobile en France qui comptabilise à date 1 400 000 membres. Donc à la base, on est vraiment une entreprise tout à fait lucrative et il se trouve que depuis quelques années, l'entreprise porte des projets de solidarité pour aider justement à trouver des solutions pour pallier au sujet de précarité mobilité. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on est une espèce de modèle d'entreprise hybride puisqu'on propose effectivement des services payants type complémentaire automobile, diverses solutions de protection contre le vol de véhicules et à la fois des services gratuits comme un média ou une plateforme d'information sur tout ce qui concerne la data autour de l'automobile et des automobilistes. Et on propose aussi donc, des services de solidarité comme Permis solidaire. Et on a notre projet en interne qui s'appelle donnezvotrevoiture.org, qui est une plateforme qui a été co-construite avec le réseau Solidar Auto et qui vise un petit peu à évangéliser la pratique du don de véhicules qui sont ensuite redistribués à des garages associatifs. Et très rapidement, donc Roule a fondé sa fondation en 2017, qui est donc une fondation abritée sous égide de la Fondation de France. Donc on finance chaque année des projets de solidarité pour des associations, des structures d'insertion sociale et professionnelle. Et enfin, donc nous en interne, très rapidement pour introduire nos ateliers. Ça fait 4 ou 5 ans qu'on dispense, nous, dans nos locaux à Boulogne et plus récemment à Beauvais, des ateliers de soutien au code de la route pour des bénéficiaires qui nous sont envoyés par des associations partenaires, des associations locales. C'est à partir de ce constat que finalement il y avait un besoin sur ce sujet qu'on a créé Permis solidaire qui vise donc à dupliquer ces ateliers de code à travers la France à partir de notre expérience. Donc Permis solidaire, c'est une offre qui est entièrement gratuite, qui est 100% financée par l'entreprise. On vous met à disposition divers outils. Donc on va avoir un panel d'outils qui va être disponible directement depuis notre plateforme Permis solidaire. Donc c'est un espace partenaire où on vous met à disposition pas mal d'outils pédagogiques pour que vous puissiez vous-même vous former, évaluer l'appétence de vos bénéficiaires sur ces sujets de code de la route et enfin animer vous-même vos propres ateliers. On vous met donc à disposition une plateforme Active Permis. Donc vous avez accès à un compte administrateur qui vous permet de bénéficiaires et de leur donner accès à un outil qui leur permet de réaliser des entraînements en ligne, donc des séries de codes de la route. On vous met également à disposition un test d'évaluation de niveau. Là, l'idée, ça n'est pas de mettre des notes, d'indiquer aux bénéficiaires si oui, ils sont bons ou non, ils ne sont pas bons. Ce n'est pas du tout dans cet état d'esprit qu'on est, nous, lorsqu'on dispense nos ateliers. Mais c'est plutôt de mesurer un petit peu quel est le niveau de connaissance
voir s'il y a des difficultés cognitives, est-ce que la personne arrive à bien reconnaître la droite de la gauche, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés en termes de repérage dans l'espace. On vous met également à disposition des livrets simplifiés qui permettent en fait de simplifier les notions très complexes du code de la route et donc de vulgariser tout simplement l'ensemble des thématiques de l'examen. Vous avez des supports d'ateliers qui sont prêts à l'emploi. Donc, vous avez un support qui couvre l'ensemble des thématiques code de la route, donc les panneaux, la réglementation générale, la mécanique, etc. Donc, ce sont vraiment des cours qui sont prêts à l'emploi, construits de A à Z et que vous avez simplement à dérouler lorsque vous créez vos ateliers. Vous avez donc des webinaires comme celui qu'on propose aujourd'hui. Une maquette à imprimer qui vous permet de faire de la mise en situation, donc avec des petites voiturettes, voilà, pour permettre d'illustrer, de faire vivre un petit peu les notions très théoriques du code. Des livres de code qu'on réactualise à chaque nouvelle réédition. Et enfin, donc des échanges avec nos animateurs. On peut faire un petit peu de coaching, vous donner quelques petits conseils et vous mettre en relation avec nos assos partenaires. Merci beaucoup. Je propose peut-être, je vais peut-être changer légèrement le format, parce que du coup, on a prévu là, de vous donner en introduction 10 premiers conseils un petit peu globaux en fait, sur l'animation d'ateliers de code et ensuite vous les illustrer avec notre retour d'expérience ou celui des intervenants. Alors, donc, on a un intervenant, Julien, vous avez une contrainte, il me semble, horaire. Nous, notre partie risque de durer un peu, donc si ça vous va, je vous propose, si vous avez bien une contrainte horaire, peut-être de vous laisser la parole maintenant pour que vous puissiez présenter l'outil, parce que je pense que c'est très intéressant, ça serait dommage qu'on soit un peu pressé par le temps. Est-ce que ça vous va? Oui, ça me va. Bonjour Marion, effectivement, je vous confirme que j'ai une contrainte horaire, j'ai un train à prendre, donc Okay. on peut pencher. Ok. Alors, je vais activer la caméra. Bonjour à tous, je suis Julien Mourier. Je suis le responsable commercial de la marque Gérib Compétences. Et Gérib Compétences appartient à la maison d'édition Humain 6. Alors, aujourd'hui, au cours de ce webinaire, je vais vous sensibiliser un petit peu sur la ressource numérique qui s'appelle Gérib Compétences. Donc, cette plateforme, elle permet de travailler notamment avec des publics en insertion professionnelle. Initialement, au départ, les contenus étaient plutôt orientés sur des fondamentaux français et mathématiques. Et au fil du temps, on a élargi les différents programmes pédagogiques avec notamment un programme d'entraînement sur le code de la route, avec un objectif également de favoriser l'insertion professionnelle de ces publics, de valoriser l'estime de soi et de travailler également avec une approche cognitive, puisque Gérip, historiquement, nous étions un acteur qui travaillait au départ auprès des orthophonistes. Donc, on a une assez forte connaissance de tout ce qui est milieu public 10 et accompagner ces publics qui ont des difficultés cognitives. Est-ce que vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Donc, Gérib Compétences, actuellement, c'est une plateforme sur laquelle il y a 800 heures d'entraînement avec différentes thématiques que vous voyez sur la droite. On propose des parcours d'entraînement, différents types d'exercices à travers différentes typologies, différents moteurs d'exercices pour proposer des choses variées et ludiques avec différentes évaluations. Donc, nous, on va se concentrer plus particulièrement sur le code de la route à travers des situations contextualisées. Est-ce que vous pouvez passer à la slide suivante? Donc, pourquoi on met en place un entraînement sur le code de la route? Le code de la route, c'est un sésame sur l'employabilité pour permettre à des personnes de pouvoir se déplacer. C'est quelque chose qui est souvent très important dans la vie professionnelle, notamment dans des zones rurales. Donc, l'objectif ici, c'est d'accompagner les apprenants à la validation de ce code de la route. Et l'idée, c'est à travers des méthodes efficaces, on va pouvoir proposer des solutions pour travailler sur le vocabulaire, parce que souvent, les apprenants pêchent dans le code de la route traditionnel par méconnaissance des mots ou par des difficultés cognitives. Et je vais vous montrer dans quelques instants, en allant sur la plateforme, comment on peut contourner ces difficultés-là. Vous pourriez passer à la dernière diapo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, notre code de la route, il est scindé en 2 modules. Il y a le module ABC code de la route pour travailler de façon transversale à travers 6 thématiques linguistiques. C'est donc bien sûr sur le vocabulaire, la compréhension de consignes. On va travailler aussi de façon transversale en logico-mathématiques
pour être sur des situations contextualisées, pour calculer une vitesse, mesurer une distance d'arrêt. On va aussi sensibiliser l'apprenant sur tout ce qui est notion du numérique, notamment déclaration en ligne quand on a validé son code de la route, comment on obtient son permis, par exemple. Et on va travailler sur la partie sociale et cognitive, qui peut être, par exemple, sur le cognitif, repérer, on a certains publics qui ont du mal à repérer certaines formes, on va tester s'ils entendent bien, s'ils voient bien, parce que c'est des choses qui peuvent paraître un petit peu acquises, mais qui ne sont pas forcément tout le temps. Et ensuite, on a une situation d'entraînement, d'évaluation plus proche d'un code de la route traditionnel, une préparation à l'examen. Alors, je vais prendre la main pour basculer sur la plateforme Gérib Compétences. Est-ce que vous pouvez me confirmer que mon écran suit? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci. Donc, vous devez avoir une dame avec un casque qui est présente à l'écran. Ici, c'est l'écran d'accueil de la plateforme Gérib Compétences. Donc, Gérib Compétences, c'est une solution en ligne. On n'installe rien sur l'ordinateur. C'est une plateforme ce qu'on appelle responsive, donc elle est accessible à partir d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'une tablette. Et la tablette et le smartphone, l'accès se fait à partir du navigateur du téléphone, pas sous forme d'application. Ensuite, on va avoir plusieurs rôles sur cette plateforme. On va avoir le rôle du formateur, un rôle d'apprenant et un rôle super administrateur. Aujourd'hui, on va principalement balayer le rôle du formateur et un petit peu le rôle de l'apprenant. Donc, c'est à travers votre identifiant et votre mot de passe que vous allez avoir l'interface qui va s'adapter. Dans un premier temps, je vais me connecter en tant que formateur. Donc, j'arrive sur un écran d'accueil qui me permet d'accéder à un catalogue de contenu, celui que je vous ai présenté brièvement tout à l'heure. Donc, il y a des petites tuiles ici qui nous permettent d'accéder à des contenus pédagogiques. Vous avez également, je vous présente brièvement les autres onglets. Un onglet Mes ressources qui va pouvoir vous permettre d'accéder à des contenus préférentiels que vous auriez mis en raccourci, un petit peu comme un navigateur Internet, vos sites préférés. On va pouvoir également créer ses propres parcours. Et les 3 derniers onglets permettent de suivre la progression des apprenants ou de groupes, ainsi que leurs résultats et ce qu'on appelle les prescriptions. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le jargon numérique, les prescriptions, c'est quand on envoie une activité à un apprenant, un exercice, pour qu'il puisse la réaliser dans son interface à lui. C'est ce qu'on appelle une prescription. Donc là, je suis sur mon environnement formateur. Et ce qui nous intéresse dans ce webinaire, c'est la partie du code de la route. Donc là, j'ai choisi le programme Code de la route. Je déploie 2 domaines, la préparation à l'examen ou ABC Code de la route. Je vais commencer sur ABC Code de la route. Ici, on déploie des sous-domaines, ceux qui ont été énumérés tout à l'heure. Par exemple, si je veux travailler sur le cognitif, je sélectionne voir les résultats et la plateforme va me trier une dizaine d'activités. Ces activités sont la somme des exercices. Donc, il y a 8 exercices proposés sur cette thématique-là. Il y a un parcours que j'ai créé dans une démo précédente. Est-ce qu'il y a des évaluations de rattachées exclusives sur uniquement cette typologie d'exercice? Non. Est-ce qu'il y a des supports de cours? Non plus. Donc, on va travailler sur les exercices. Donc là, par exemple, je vais prendre l'exercice visualiser une trajectoire. Dans mon espace formateur, j'ai ici le descriptif de cette activité et je vais décider de la découvrir avant de la prescrire à un apprenant. Donc, je clique sur lancer. Et là, je vais pouvoir découvrir cette activité. Dans notre plateforme, l'ensemble des consignes est oralisé, ainsi que les propositions de réponse, comme on s'adresse à des publics souvent en difficulté au niveau de la lecture. En cliquant sur le haut-parleur, vous pourriez oraliser les consignes. Ici, on me demande quelle est la différence entre ces 2 panneaux. Donc, a priori, j'ai l'impression que c'est la couleur. Et je peux ainsi passer à la question suivante. Donc là, on va me demander quelle était la couleur des panneaux précédemment vus. Je ne suis pas sûr d'avoir la bonne réponse, mais on va voir. Voilà, réponse incomplète, c'est ce qui me semblait. J'ai la possibilité de ensuite progresser dans la quinzaine de questions liées à cette activité. Vous voyez, il y a un fil d'Ariane ici qui indique la progression. Et là, je dois mettre en place mes connaissances, de savoir le code couleur blanc, à quoi il fait référence au niveau du code de la route. Là, je réponds un peu au hasard. Voilà la typologie d'exercices que l'on peut travailler. Et on va avoir une succession, on va revenir sur une situation au fur et à mesure. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait travailler sur le cognitif.
Après, on peut travailler sur d'autres choses avec la forme des panneaux et autres. Donc, c'est un module qui est plutôt assez simple quand même. Et ensuite, on peut changer d'activité. Par exemple, vous avez des apprenants en difficulté sur ce qui est logico-mathématique, sur tout ce qui est calcul de distance de freinage. Vous pourriez sélectionner une activité. Donc là, je vais prendre l'activité, par exemple, on fait glisser, il y a plusieurs activités. Je vais choisir mesurer, admettons, le temps de réaction. Là, soit je la prescris directement à un apprenant, ou je lance l'activité. Par exemple, si je lance l'activité, je vais au départ superviser l'exercice. On va me remettre en situation, me décrire en fait qu'est-ce que c'est que le temps de réaction. Je peux oraliser cette description. Si l'apprenant est suffisamment à l'aise, il va pouvoir ensuite passer aux exercices. Là, on lui rappelle comment on calcule un temps de réaction. Il y a des exemples qui sont donnés. Et quand c'est assimilé, on va le mettre en situation à 60 km/h. Quelle est donc ma DPDR? Et je choisis donc la bonne réponse. Et là, on va avoir tout un ensemble d'activités qui vont être similaires pour calculer le temps de réaction. Si cette activité, en tant que formateur, vous séduit, vous pouvez la sélectionner et la prescrire à un ou des apprenants que vous auriez créés en amont. Et là, je vais le prescrire, par exemple, à cet apprenant-là. Hop, et je fais prescrire à l'apprenant. Comment ça se passe dans l'espace apprenant? Je vais vous montrer rapidement. Donc là, je vais me connecter en tant qu'apprenant. Ici, j'ai un autre identifiant et un autre mot de passe. Et là, en fait, vous voyez que l'interface est un petit peu différente. Et sur son écran d'accueil, l'apprenant retrouve toutes les assignations envoyées par son ou ses formateurs. Aujourd'hui, je viens d'envoyer l'exercice mesurer le temps de réaction que je vous ai présenté tout à l'heure dans l'espace apprenant, formateur. Et bien là, l'apprenant, il va pouvoir réaliser cet exercice. Cet exercice, il peut le réaliser en plusieurs étapes. Par exemple, ici, je décide d'arrêter. J'ai fait 4-5 réponses. Et en cliquant sur reprendre, je vais reprendre où je m'en étais arrêté. Donc, toute la progression est enregistrée. Là, on est avec une approche tutorée, c'est-à-dire que sur l'écran d'accueil, l'apprenant retrouve tous les envois de prescription envoyés par son ou ses formateurs. Quand il s'agit des évaluations, vous avez un petit picto également qui est différent de la partie exercice. Et il pourrait aussi aller s'entraîner en autonomie. Sur s'entraîner en autonomie, c'est lui-même qui va choisir les activités sans avoir eu recours à une prescription. Là, si je veux par exemple travailler sur la préparation en examen, j'ai été en difficulté sur la sécurité, voilà, je peux sélectionner des exercices en lien avec la sécurité. Par exemple, sécuriser les passagers. Là, je lance l'activité, c'est moi qui l'ai choisi, ce n'est pas un formateur qui me l'a envoyé. Donc là, j'ai une situation avec un siège bébé. Est-ce que je dois le mettre dos à la route ou face à la route? Et après, j'ai également un petit commentaire qui m'indique le pourquoi de la bonne ou mauvaise réponse. Donc, deux possibilités sur gérer de compétences, un travail en autonomie ou un travail sous forme de prescription. Ça, c'est au choix les deux sont possibles. Je conclus, parce que je vois que le temps tourne, sur l'espace formateur. Je reviens très rapidement pour vous montrer aussi qu'à la fin de la... C'est intéressant aussi d'évaluer les apprenants. Donc, si je sélectionne une évaluation sur le code de la route, donc là, par exemple, je vais voir les évaluations proposées. Alors, non, pardon, les évaluations, elles sont dans la préparation de l'examen. Je fais évaluation, et là, je sélectionne une évaluation, et je peux à nouveau donc la prescrire à un apprenant ou un groupe. Je peux le faire en live, je peux la planifier, et je peux même allouer un tiers-temps supplémentaire en cas de handicap au niveau de l'apprenant. Je conclurai sur la partie résultats, très rapidement, pour vous montrer en fait un apprenant. Alors, moi, l'apprenant qui a des résultats sur le code de la route, c'est Billy le Kid. Je vais aller voir ses résultats. Donc, sur les évaluations, il a passé cette évaluation-là sur le code de la route, notamment sur les questions en lien avec les réformes. Je vais voir le détail des résultats. Donc aussi, on retrouve un tableau de synthèse. Le temps, ne prenez pas en compte parce que c'est moi qui l'ai fait très rapidement. En général, c'est plus long. Vous pouvez superviser les réponses apportées par l'apprenant. Donc là, en noir, c'est la réponse qu'il a donnée, en vert, ce qui était attendu. Donc on peut tout retracer. On peut l'avoir par compétence également. Donc là, domaine sous domaine. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut aussi générer un parcours d'entraînement post-évaluation. C'est-à-dire que par rapport aux résultats qu'il a proposés, la plateforme, elle auto-suggère 3 types de parcours. Un parcours point fort, qui va être sur des thématiques dans lesquelles l'apprenant a été à l'aise initialement. Donc, ce sera le parcours le plus simple, c'est pour le remettre en confiance, parce qu'on est souvent sur des publics qui ont été en difficulté au niveau scolaire. Le parcours renforcement, c'est l'inverse, c'est sur des choses dans lesquelles il a été plus en difficulté. Et le mixte des deux,
développement et renforcement peut être intéressant également, parce qu'on va avoir une succession de questions simples et d'autres plus complexes. Et la plateforme, elle a une petite IA en quelque sorte, elle a un algorithme qui va lui permettre en quelques instants de suggérer un parcours sur mesure, automatique à l'apprenant, donc ce qui peut permettre de gagner du temps aussi et de cibler les difficultés de l'apprenant. Voilà sur un premier type de présentation relativement rapide pour cadrer avec les 10-15 minutes qui nous sont allouées. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre, ou si vous voulez revoir certaines choses. Voilà, on peut adapter aussi l'interface de l'écran en fonction du profil de l'apprenant. S'il est dyslexique, on peut choisir des polices spécifiques. Voilà, il y a tout un tas d'adaptations qui sont également possibles sur la plateforme Gérer compétences. Je suis à vous pour les questions ou si vous souhaitez revoir certaines choses. Merci beaucoup pour cette présentation. Ouais, donc est-ce qu'il y a N'hésitez pas à prendre la parole de vive voix ou à nous mettre par écrit si vous avez des questions. Je sais peut-être, Julien, qu'on avait eu des premières questions, peut-être un petit peu sur le fonctionnement. Si une structure est intéressée ou elle souhaite en savoir plus, c'est quoi un petit peu les prochaines étapes? Les prochaines étapes, si tu peux remettre le diaporama, il y a mes coordonnées dans la dernière slide. Éventuellement, il peut prendre contact directement avec moi ou sur le site geribcompétences.fr. Ils peuvent demander une ouverture d'un compte de démonstration. Ok. Je vais le mettre dans le chat éventuellement, comme ça ils pourront directement demander une démonstration. Le site, c'est formation.gerib.com. Je l'ai mis dans le chat, comme ça tout le monde pourra le voir. Ils peuvent demander une démonstration là-dessus. La démo, elle est gratuite. Je vois qu'il y a une question qui est posée par Nathalie concernant le coût. Le coût, en fait, je ne peux pas forcément vous donner une réponse là tout de suite, parce qu'il y a des variables qui permettent de déterminer le coût. Ça dépend de la volumétrie d'apprenants et également des modules choisis. Donc là, si vous prenez qu'un accès je sais pas, au code de la route, par exemple sur 10 ou 20 apprenants, on va être dans des coûts de l'ordre à peu près sur une dizaine d'apprenants à 600 € à l'année, hors taxe pour une dizaine d'apprenants. Sachant qu'on commercialise des licences réemployables. C'est-à-dire qu'on vend un système de licences qu'on appelle active. On a par exemple 10 licences, 10 sièges en quelque sorte occupés à un instant T. Si un apprenant quitte le centre de formation, il peut libérer sa licence et la mettre à nouveau à disposition à un autre apprenant. Je ne sais pas si cette notion a été comprise, c'est un petit peu technique, mais on vend des licences donc actives qui sont réutilisables dans le temps. Ok, super. Merci beaucoup pour la précision. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, pas à l'écrit. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup, Julien, en tout cas, pour la présentation. Nous, juste pour information, on a connu cet outil via un contact au sein d'un ESAT qui connaissait l'outil et qui nous l'a recommandé. Nous, on ne l'utilise pas à date, mais en tout cas, on le trouve hyper intéressant et on sait qu'il y a beaucoup de demandes de la part des structures de permis solidaires d'outils adaptés. Nous, on essaie via notre plateforme d'apporter des premières solutions avec des supports simplifiés, etc. Mais voilà, cette plateforme, elle va vraiment beaucoup plus loin, elle est plus complète et elle peut complètement venir en complément de ce qu'on propose déjà. Donc voilà, en tout cas, il y a le contact qui s'affiche, on vous enverra de toute façon les slides après. On a une question, on a une question de Soligo. Je remonte un petit peu. Y a-t-il des modules sur l'orientation dans le territoire, la lecture de cartes, le vocabulaire de la mobilité? On retrouve plus ça dans notre module de la vie citoyenne. Plus sur il y a des questions en lien avec les différents départements et les régions, plus que sur la navigation sur une carte, par contre. Mais dans le code de la route, il y a des questions qui sont en lien avec l'utilisation des outils numériques type GPS, par contre. Okay. Et après, on a des questions sur le repérage dans des plans, mais ça, c'est pas forcément dans le code de la route, c'est plus dans des modules sur la remise à niveau en français où on travaille sur le lexique par rapport à un repérage sur un plan et
les notions de tourner à gauche ou à droite. Il y a des questions qui sont posées sur ces thématiques-là, mais ce n'est pas forcément abordé dans le code de la route. Ok, c'est clair, merci beaucoup. Bah, écoutez, moi je voulais remercier Roule de m'avoir invité et particulièrement Marion pour la confiance accordée. Je vous souhaite et de m'avoir fait passer en premier parce que j'avais des contraintes de temps. Merci beaucoup. C'était avec plaisir que j'ai pu intervenir. Et si vous avez besoin de compléments d'information, parce que là, la présentation a été vraiment succincte, n'hésitez pas à revenir vers nous au besoin. Bonne continuation et merci à tous. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Du coup, on va revenir un petit peu en arrière avant de laisser la parole à Jérôme et William. On va juste prendre 5 bonnes minutes pour vous présenter ce qu'on n'a pas pu vous présenter avant. C'est plus en gros pour commencer un petit peu. Bon, il y a déjà Julien qui a apporté une première réponse en matière d'outils. Et notamment, on voit qu'il y a des structures qui se lancent. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir... c'est de la théorie, là, à date, ce que je vais vous montrer. Et Charlotte va l'illustrer. Et nos intervenants, et peut-être vous aussi, vous allez un petit peu illustrer tous ces points. Mais on a essayé un petit peu de poser sur papier 10 conseils un petit peu sur l'animation du code de la route. Donc, en fait, ça, ce qu'on a mis, c'est surtout issu de recommandations du coup d'ARES que William représente aujourd'hui. Donc, il rentrera plus dans le détail de certains points, donc je ne vais pas prendre trop de temps. Mais c'est eux qui nous ont vraiment donné ces conseils. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de vous les lister pour commencer, pour que vous ayez aussi une vision un petit peu globale de ce que vous pouvez mettre en place au sein de vos ateliers. Donc, pour être rapide et aussi de notre expérience qu'on a vécue, nous, chez Roule, en règle numéro 1, on s'est fixé un objectif que ça soit de durée. Nous, au début, on faisait des ateliers avec durée indéterminée et on sent qu'au niveau de la motivation, notamment pour les publics en difficulté, en insertion, c'est important qu'ils aient un objectif plutôt à court terme, ou en tout cas qu'il y ait des échelons pour conserver. On sait que la motivation, on l'a vu dans le quiz, c'était un enjeu. Donc voilà, ça, fixer un objectif pour nous, c'est important. Le témoignage des pairs, donc c'est pas forcément essentiel, mais c'est un plus. D'avoir quelqu'un de votre ancienne promo qui vient témoigner, que ça soit pour les partager ses bonnes pratiques, ses tips un petit peu pour réussir, ou au contraire ses difficultés, ça aura plus de valeur que si nous, on le fait. Donc en tout cas, ça pour la motivation, on pense que c'est un bon levier. Travailler sur un contrat d'engagement, ça je ne vais pas le détailler, Charlotte va en parler. Le travail en binôme, plutôt que de fonctionner en groupe. Ça, c'est aussi William qui est plus spécialiste du sujet, donc je le laisserai présenter. Le jeu, ça pareil pour la motivation, le code de la route, je pense qu'on en a tous conscience, c'est pas le plus réjouissant à apprendre, donc c'est important pour la motivation, notamment sur le long terme, parce qu'on sait qu'il y a des personnes pour qui ça peut prendre du temps de réviser le code, de faire un maximum de jeux. On vous donnera également quelques illustrations. On a vu que c'est ressorti aussi dans votre quiz l'adaptation selon les niveaux. Ne pas hésiter c'est pas forcément facile, surtout si vous êtes seul à animer, mais à réfléchir à comment, par exemple, les bons peuvent un peu tirer ceux qui ont plus de difficultés en les responsabilisant, par exemple, en leur donnant l'initiative d'animer une partie, ou par exemple, ça c'est un conseil également de William, de distribuer un même exercice à tout le monde, et s'il y a une personne qui a des difficultés, prévoir un support un peu plus simplifié pour pas forcément la désigner, mais pour aussi apporter une réponse et qu'elle ne se sente pas mal par rapport aux autres qui réussissent bien l'exercice. Les évaluations également, en faire régulièrement, pas pour juger, mais pour que surtout les personnes se rendent compte de leur progrès et que ça les incite à continuer et à garder leur motivation. L'aspect un petit peu plus sympa, mais de faire des goûters ou d'offrir un petit quelque chose à une personne qui a réussi, qui a franchi une étape, qui est plus qu'à 10 fautes, par exemple, on trouve que ça peut être intéressant. Faire des activités hors les murs, sortir de cet aspect un petit peu classe, un peu scolaire. On est forcément un petit peu obligé de passer par là parce que le code de la route, c'est de l'apprentissage, c'est scolaire, mais de faire des animations hors d'une salle, c'est intéressant. Et pareil, on apportera des illustrations. Et le travail à la maison, donc ça, on sait que c'est un sujet, enfin, en tout cas, c'est un sujet de notre côté. Si on fait des séances une fois par semaine, c'est à la fois beaucoup et pas énorme non plus, donc c'est important que les personnes s'entraînent.
mais c'est pas toujours facile de les motiver. Donc pareil, Charlotte, elle pourra apporter un petit peu nos idées, notre retour d'expérience par rapport à ça. Et William aussi et Jérôme vont, je pense, compléter un petit peu ces illustrations. Mais c'était juste pour vous donner 10 premiers conseils un peu globaux pour essayer un petit peu d'améliorer, d'enrichir le contenu de vos ateliers. Je vais laisser la parole à Charlotte qui va vous expliquer un petit peu comment ça se passe, nous, dans nos ateliers chez Roule. Oui, donc rapidement, pour vous expliquer un petit peu comment on organise nos ateliers. Donc nous, ça doit faire à peu près 4 ou 5 ans qu'on fait ça en interne dans nos locaux. Donc à la fois à Boulogne et un petit peu plus récemment sur notre deuxième site à Beauvais. Peut-être avant d'introduire mon propos, un petit disclaimer tout de même. Nous, on n'est pas des professionnels du code de la route, on n'est pas travailleurs sociaux, on n'est pas conseillère mobilité. Les ateliers sont animés de manière totalement volontaire par nos salariés en interne. Donc, on a un système de créditants où les salariés Roule peuvent s'investir soit sur des projets internes, pour notre fondation, on a un collectif, etc. Et donc, certaines personnes choisissent de s'investir sur ces ateliers code de la route, mais on n'est pas du tout expert. Et par rapport aux outils que je vous ai présentés précédemment, puisqu'on n'est pas expert, on ne fait pas les choses tout seul. Et donc, la majorité des outils pédagogiques qu'on vous met à disposition ont été co-créés soit avec Mobine, soit avec une auto-école associative qui nous donne des conseils aussi pour que nous, on puisse nourrir le projet Permis solidaire. Nous, comment ça fonctionne? Donc, tous les ans, on recrute, entre guillemets, une petite promotion d'environ une dizaine de bénéficiaires qui nous sont envoyés par des associations locales. Donc, on connaît bien à force de travailler avec eux d'une année sur l'autre. C'est un parti pris, mais en tout cas, nous, on a choisi vraiment de faire un groupe mixte, au sens où nous, on accueille dans nos promos de bénéficiaires des personnes qui sont en situation de mal-maîtrise de la langue française et également des personnes pour qui la langue française est la langue maternelle. Simplement, on essaie de faire attention à ce que l'écart ne soit pas trop important pour que forcément les personnes qui maîtrisent moins bien le français ne soient pas complètement larguées et qu'on ait des sujets de détachement finalement qui se fassent au bout de quelques semaines. Pour nous aider, donc ça c'est pareil, c'est un outil que vous aurez à disposition sur la plateforme Permis solidaire, mais on a par exemple créé un imagier avec nos salariés en interne, avec les 60 ou 70 mots les plus récurrents du code de la route, qu'on a illustrés, traduits en anglais et en phonétique. Donc nos ateliers se déroulent tous les mercredis pendant 2 heures, donc c'est un atelier une fois par semaine qui est dispensé par un binôme de formateurs. C'est quelque chose qu'on privilégie parce que à la fois pour le formateur, c'est plus agréable. Et puis en plus, voilà, chacun a sa personnalité, chacun amène sa patte. Donc voilà, c'est plus simple en tout cas pour gérer des publics qui peuvent parfois individuellement ne pas avoir le même niveau de difficulté, éventuellement prendre à part ou reprendre certaines notions pour les personnes qui auraient un petit peu plus de mal que d'autres. On a un programme sur 6 mois avec une possibilité de renouvellement si les personnes ne sont pas prêtes à passer le code ou si par exemple on est face à une situation d'échec à l'examen. Et on leur donne un calendrier chaque début d'année pour qu'elles puissent suivre la progression et vraiment matérialiser le bout du tunnel, qu'elles aient vraiment bien en tête que voilà, il y a une progression et qu'à un moment donné, elles vont vraiment passer l'examen, en sachant que voilà, nous, le premier examen est financé, le premier passage à l'examen est financé par l'entreprise. On fait toujours une première demi-journée de lancement conviviale où on présente un petit peu le programme, les formateurs se présentent. On leur fait signer également une charte d'engagement réciproque, qui est une charte tout à fait classique, mais c'est simplement voilà, que eux à la fois respectent les formateurs, le matériel, les locaux dans lesquels on les accueille, mais nous aussi, on a un engagement envers eux de voilà, leur dispenser des cours de qualité, de les prévenir si jamais il y a potentiellement une annulation de cours ou un retard. Et surtout, on s'engage à être également un soutien aussi bien dans l'apprentissage qu'un soutien moral. On essaye de favoriser le système de classe inversée. C'est vrai que le code de la route, voilà, c'est pas hyper fun, déjà pour des personnes qui n'ont pas forcément de difficultés. Donc pour ces publics-là, encore plus.
Donc, on fait vraiment en sorte que les bénéficiaires soient acteurs de leurs ateliers. Donc, on essaye de faire des petits icebreakers, des animations au tableau. On essaye aussi de mobiliser l'espace, donc de faire en sorte que les personnes ne soient pas simplement assises pendant 2 heures autour de la table à écouter un PowerPoint. Mais voilà, on les fait se déplacer. Si jamais vous avez un espace assez important, ça peut être intéressant pour elles. On essaye aussi, donc, comme le disait Marion, dans les 10 conseils, de favoriser le travail hors les murs. Là, par exemple, au mois de décembre, on a une sortie qui est prévue avec nos bénéficiaires où on va prendre une voiture de notre flotte pour les emmener faire un tour en voiture pour qu'elles puissent vraiment, en situation réelle, appréhender les notions très théoriques du code et faire aussi un atelier mécanique pour leur apprendre à situer où se trouve le liquide de refroidissement, le liquide de la glace, etc. Pour encourager le travail à la maison, on essaye aussi de faire des challenges actifs permis avec des petites récompenses à la clé. On essaye d'être au maximum transparent avec nos bénéficiaires. Un atelier de 2 heures par semaine, ça n'est clairement pas suffisant pour obtenir son code. Voilà, on essaye de les inciter au maximum à faire des révisions chez eux. Là, pour l'instant, on est vraiment sur des ateliers en physique et on mène des réflexions pour éventuellement faire d'autres choses à côté, éventuellement faire des sessions en distanciel. Donc voilà, c'est des choses un petit peu sur lesquelles on essaye de réfléchir et qui se mettraient potentiellement en place à partir de 2025. Et comme le disait Marion, même certaines structures avec qui on peut échanger, on essaye de sortir du modèle hyper théorique en essayant d'apporter des animations ludiques, donc de faire des jeux comme des caouts, des questions pour un champion. On organise aussi des goûters d'équipe. On a prévu aussi animation sécurité routière, etc. Vraiment tout un tas d'animations autour du modèle hyper théorique pour que ça sorte un petit peu les bénéficiaires de ce côté hyper scolaire qui parfois peut être un peu difficile à appréhender pour eux. Et en dernier point, on essaye aussi au maximum de développer la culture de ce que nous on appelle le feedback participatif. On essaye au maximum de faire des points réguliers individuels avec eux, simplement pour un petit peu comprendre les bénéficiaires, quelles sont leurs difficultés, mais aussi pour que nous, on puisse se remettre en question. Comme je le disais, on n'est pas du tout formateur expert, hein, ce n'est pas notre métier de base. Donc, il y a peut-être aussi des choses qu'on fait mal de notre côté ou des choses qu'on pourrait améliorer. Donc, on est vraiment constamment en demande auprès des bénéficiaires de savoir qu'est-ce qui pourrait vous aider à mieux appréhender les notions, à mieux comprendre les réglementations, quelles animations vous permettraient d'être un petit peu plus à l'aise, vraiment qu'elles nous donnent elles-mêmes leur feedback sur notre propre manière d'animer. Voilà pour de notre côté. Si éventuellement vous avez des questions sur la manière dont on construit nos ateliers. Merci beaucoup Charlotte. Est-ce que vous avez des questions par rapport à... J'en vois pas là sur le chat, mais n'hésitez pas en tout cas à intervenir si ce qu'on a dit, ça suscite des questions ou des commentaires. Alors on a une question, avez-vous un taux de réussite important ? On n'a pas, il faudrait qu'on vous retrouve le chiffre, on ne l'a pas. On arrive quand même à amener une bonne partie des publics, je ne saurais pas vous dire, une bonne partie des publics au bout. Après, on a des très petits groupes pour des raisons d'organisation interne, vu que c'est sur le temps de travail des salariés, etc. Donc, on a des groupes à moins d'une dizaine. Là, il me semble, on a une dizaine. Quasiment 10. Ouais. Quasiment 13. Il y en a 3 en plus. Oui, c'est vrai, il y a 3 personnes qui sont arrivées. Donc, on est plutôt sur des petits groupes et ce n'est pas en entrée-sortie. Nous, on a fait le choix mais on pourra vous retrouver les chiffres, mais on a quand même un petit peu de pertes. Nous, on fait sur 5 mois, 5-6 mois. Oui, on est parti sur un accompagnement de 6 mois. À mi-parcours, on fait un point avec les bénéficiaires parce que forcément, il y a des niveaux qui sont assez disparates. Les personnes qui sont prêtes à passer le code avant, on leur fait passer le code, hein, on n'attend pas la fin de l'accompagnement.
Et voilà, on part vraiment sur 6 mois. Si au bout de 6 mois, la personne ne se sent pas prête, nous, on n'est pas là pour forcer les gens. Donc, dans ce cas-là, on poursuit l'accompagnement. Et pareil, malheureusement, s'il y a un échec à l'examen, la personne peut très bien se réinscrire à nos ateliers pour l'année suivante. Et peut-être un dernier point pour être totalement transparent. Donc là, voilà, on illustre un petit peu ce qui se passe en interne. Tout n'est pas parfait, hein. Comme l'a dit Marion, effectivement, on rencontre de la perte parce que forcément, il y a des baisses de motivation. Ça, je pense que c'est assez général, hein. Pour échanger avec quelques structures, c'est quelque chose qui arrive quand même voilà, pour beaucoup d'associations, pour beaucoup de structures qui accompagnent sur le code. Quand on a des difficultés cognitives, quand on a des difficultés de maîtrise de la langue française, le parcours peut être très long. Parfois, on peut avoir l'impression justement de ne pas voir le bout du tunnel. Donc forcément, il y a des personnes qu'on perd en cours de route. Et donc, c'est pour ça que nous, on est aussi preneuses d'avoir de nouveaux outils, de connaître de nouvelles techniques d'animation. On essaie vraiment de mener des réflexions pour, d'une année sur l'autre, vraiment améliorer nos ateliers. Et effectivement, on rencontre aussi des zones blanches, hein. Par exemple, les personnes qui ont des difficultés cognitives, des personnes qui ont un handicap, etc. C'est des publics qu'on maîtrise mal. Forcément, on n'est pas professionnel de santé, on n'a pas forcément des outils qui sont hyper adaptés pour ce type de public. Et donc, pareil, on essaye de réfléchir pour avoir aussi des outils pour qu'on puisse aller vers ces publics-là. Complètement. En fait, on a commencé, nous, les ateliers par... moi, je n'étais pas là à l'époque, mais par un ESAT. En fait, on a un ESAT à côté de nos locaux, donc avec des publics avec plutôt des grosses difficultés d'apprentissage. Donc, on n'avait pas de solution, on n'avait pas vraiment d'outils adaptés. Mais avec nos outils, ça a pris... plus, il y a eu le Covid, donc en toute transparence, ça a pris plus d'un an, un an et demi. C'était un petit groupe, ils étaient, je pense, 7-8, mais la majorité sont arrivés au bout avec notre méthode, notre accompagnement. Donc voilà, nous, on est convaincus que avec les outils, avec un suivi, on arrive quand même, les personnes motivées qui n'ont pas de contraintes aussi au niveau du travail. Nous, on a aussi de la perte parce qu'il y a une personne qui va trouver une formation professionnelle. Nos cours, ils sont les mercredis après-midi. Du coup, ces personnes, forcément, on les perd, ce qui est une bonne nouvelle pour eux, mais on a un petit peu de perte. Mais en tout cas, on est convaincus qu'il y a encore plein de choses à apprendre. Et c'est pour ça que nous aussi, on est contents d'avoir ces échanges avec vous. Mais qu'en tout cas, il y a de l'impact dans le fait de faire ces ateliers et que ça fonctionne, même si on ne peut pas toucher tout le monde. Et il y a une question aussi de William. Pourriez-vous redonner les lieux et horaires de vos ateliers ? Nos ateliers, alors on a un site principal à Boulogne-Billancourt en Île-de-France. Donc nos ateliers se déroulent tous les mercredis de 14 à 16 h. Et par ailleurs, on a notre équipe de formateurs et formatrices sur Beauvais qui tente un nouveau format cette année où on est plutôt sur de l'apprentissage décentralisé. Donc là, ce sont nos formateurs, formatrices qui se déplacent en mairie du côté de Beauvais, enfin mairie de Turdon en l'occurrence, pour dispenser des ateliers de soutien à des bénéficiaires, à des personnes qui vivent dans les communes avoisinantes. Merci beaucoup du coup pour vos questions et merci Charles pour le partage. Je pense qu'on peut donner la main du coup à notre deuxième intervenant, à Jérôme de la Maison de l'Emploi de Marseille, pardon. Je vais passer les slides. Bonjour à tous. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Je viens de reconnecter ma caméra. Je dirais un peu que je suis bon. Bonjour à tous. Ça marche. Donc, je suis le responsable mobilité RSE de la Maison de l'Emploi de Marseille. Petit historique rapidement, la Maison de l'Emploi de Marseille travaille sur des questions de mobilité et de déplacement depuis une dizaine d'années. On fait surtout du conseil mobilité, donc tout ce qui est savoir bouger. Et c'est vrai que à Marseille, le savoir bouger, c'est aussi obtenir le permis, même si on est dans une aire métropolitaine, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville, les problématiques de permis sont très prégnantes. Et on a essayé effectivement de réfléchir à des outils d'animation du code, sachant que depuis quelques années, on faisait des actions dans les quartiers type Summer Code l'été. Et en fait, on s'est rendu compte que il y avait pas mal de jeunes, notamment dans les quartiers, qui étaient des jeunes décrocheurs du code, c'est-à-dire qui s'étaient inscrits sur la NTS, qu'ils avaient commencé sur Handicap et que petit à petit,
ils avaient abandonné, enfin voilà, ils s'étaient un petit peu arrêtés. Et en fait, on s'est dit, ben, pourquoi pas réfléchir à un dispositif spécifique pour ces décrocheurs du code qui ont commencé, qui ont leur numéro NEPH, mais qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Donc, on a créé ce dispositif Boost ton code dans le cadre d'un financement métropolitain marseillais qui s'appelle le Fonds d'aide aux jeunes. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique sur les jeunes de 18 à 26 ans qui ont un numéro NEPH valide et qui sont prêts, bien sûr, à s'engager dans une action, intensive de 15 jours. Alors, on fait pareil, un petit peu comme tout le monde, un contrat d'engagement réciproque, on fait une petite lettre à soi-même pour se dire qu'est-ce qu'on a envie de se dire quand on aura le code. Voilà, donc on est vraiment sur une logique voilà, d'engagement sur un temps très très court, sachant que pour nous, il est important que les personnes puissent passer de l'examen à l'issue des 15 jours. Et donc qu'ils soient vraiment présents à toutes les séances. Alors je dis présents à toutes les séances parce que effectivement, on va mettre en place des alternances de cours de code et des activités ludiques, parce qu'on s'est rendu compte aussi que faire que des cours de code n'était pas forcément pertinent et qu'il était important qu'on puisse aussi créer un petit peu des actions ludiques qui vont permettre de lâcher un petit peu la pression et d'améliorer la compréhension de certaines, on va dire, données. Alors, on vous a mis sur ce slide-là les résultats. Donc, pour l'instant, sur les 3 premières sessions, on était sur 60% de réussite. Pour la 4e session, elle s'est terminée semaine dernière, puisqu'on le faisait pendant les vacances scolaires. Et on attend les résultats, parce qu'on l'a fait passer en 2 groupes, là. Les résultats demain, où là, on en a déjà 4 sur 10 qui l'ont eu. On en a fait passer 6 aujourd'hui, en espérant qu'ils l'ont demain et qu'on puisse être sur les mêmes volumes. Alors, est-ce que vous pouvez passer le slide suivant? Voilà. Alors, ce qui nous a un petit peu inspiré, c'est voilà, de faire un format court et intense, en mettant en place une dynamique de groupe dès le démarrage. Donc, dès la première session, en fait, on a ce qu'on appelle la séance de cohésion de groupe. C'est une séance, en fait, sur laquelle on va pouvoir mettre tout le monde dans la dynamique et créer un petit peu l'émulation entre les participants. Donc, c'est vraiment quelque chose où on apprend à se connaître. En fait, on n'a rien inventé, on fait juste que adapter ce qui existe, par exemple, sur des accompagnements en groupe qu'il peut y avoir dans la recherche d'emploi, où en fait la dynamique s'installe dès la première séance. L'idée, c'est de ne pas faire des cours de code qui soient, on va dire, un affichage de série, mais bien qu'on puisse autonomiser les participants en les faisant travailler sur des chapitres spécifiques et qui présentent, alors, ils travaillent en binôme sur des chapitres spécifiques et qui puissent présenter ensuite à l'ensemble du groupe ce qu'ils ont compris du chapitre, les panneaux, la mécanique, etc., etc. Pour tout ça, en fait, on s'appuie sur les outils de roule, hein. Donc voilà, tout ce que vous avez vu au démarrage, le livre, le compte actif permis, les livrets. On utilise tous les outils qui sont à notre disposition et aussi toutes les ressources qu'on peut trouver gratuitement sur Internet, DigiSchool, des accès en ICAR, en voiture Simone, Stitch. Voilà. On essaie de travailler avec pas mal de plateformes pour que les jeunes ne soient pas forcément on va dire, déstabilisés quand ils arrivent à l'examen. Ce qui est important aussi, et ça je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on puisse mettre en place des activités ludiques. Alors là, vous voyez sur le slide, on met acrobranche, cinéma, sophrologie, prévention routière. C'est-à-dire qu'il y a des temps dans la semaine, dans les 2 semaines, où en fait on va un petit peu lâcher la pression, où on va être sur des activités qui vont permettre de reprendre confiance en soi ou prendre confiance en soi. L'acrobranche arrive tout de suite. On s'est rendu compte que cette activité-là permettait vraiment encore plus la mise en place d'une dynamique de groupe et aussi le dépassement de soi, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais eu accès en fait, dans les quartiers à ce type d'activité et ils se rendent compte qu'ils peuvent aller au-delà de leurs limites et c'est important qu'ils puissent se rendre compte de leur capacité et de leur potentialité avec l'objectif, bien sûr, de réussir l'examen du code.
Le côté ciné, c'était un peu plus, voilà, c'est juste avant l'examen, histoire d'avoir une après-midi vraiment tranquille avant de passer l'examen. Et en fait, on a mis en place aussi des ateliers sophrologie et prévention routière avec des intervenants extérieurs pour que on puisse aussi avoir une partie un petit peu, voilà, gestion du stress et activités liées à ce qui vont être les futurs conducteurs de demain. Le point fort, c'est aussi qu'on accompagne les jeunes directement à l'examen, et s'ils ne vont pas tout seuls. Donc voilà, on se retrouve un petit peu avant, on fait un petit déjeuner, on se, on se, on se parle des dernières angoisses, des dernières difficultés. On se rend tous ensemble à l'examen, donc les personnes qui animent les sessions de groupe et tous les jeunes. On essaye d'avoir une place complète, c'est-à-dire une session complète à la poste pour les 10 jeunes qu'on accompagne, ce qui arrive assez souvent. Et comme ça leur permet vraiment d'être encore dans cette logique de dynamique de groupe pour aller vraiment passer l'examen ensemble. Et je pense qu'il y a encore une slide, Marion. Voilà. Donc, en termes d'apprentissage, donc bien sûr, on travaille avec des jeunes qui ont. Alors, j'ai entendu tout ce qui a été dit. Là, on est vraiment sur un autre type, de public. On n'est pas sur des publics qui présentent des difficultés, mais des publics qui sont, voilà, qui ont déjà commencé des cours de code, qui ont vraiment décroché. Et en fait, nous, ce qui est important, c'est de pouvoir trouver ces publics-là. Et donc, on a fait 4 sessions. Et sur la première session, on a eu un petit peu des difficultés à sourcer les publics. Mais depuis, les missions locales de Marseille connaissent bien le dispositif, et l'école de la deuxième chance aussi, et c'est on va dire, nos fournisseurs officiels en public. L'important, c'est de valider aussi la disponibilité plus que la motivation. Et on veut vraiment être sûr que les personnes puissent venir pendant les 15 jours de 9h à 17h et qu'ils ne soient pas à se dire ben là, je peux pas, là, je dois aller au médecin, là, je dois faire ça, etc. C'est important qu'ils puissent se mettre focus sur ce projet code sur la durée. Et c'est vrai qu'on essaie de trouver après les mots. Alors, on vous a dit 60% de personnes qui réussissaient. C'est bien que les 40%, on puisse effectivement avoir un discours qui soit cohérent pour pouvoir les relancer sur ce projet-là. On essaie de les faire repasser assez vite si on arrive à trouver un petit peu de budget, parce que bien sûr, nous, on leur finance tout, examen compris. Et le cas échéant, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est des accompagnements par nos conseillères mobilité sur les territoires en quartier prioritaire sur lesquels elles interviennent. Je crois qu'on a fait le tour. J'ai essayé de tenir un temps. Dites-moi, est-ce que vous avez peut-être déjà des questions? Merci beaucoup, Jérôme. Il y en a eu quelques-unes sur le chat, mais du coup, normalement, on a répondu. Je vois que Ophélie a répondu, parce qu'Ophélie intervient sur Ophélie Alterac, qui est ma coordinatrice mobilité, intervient et je vois qu'elle a sûrement répondu, ou en tout cas, alors intégrez-vous des jeunes qui sont déjà inscrits en auto-école, pourquoi pas? C'est-à-dire, nous, le fait est qu'il faut juste qu'ils aient leur numéro ANEPH valide. Combien de temps par jour? Ben, ça, en général, c'est de 9h à midi et de 13h30, 13h, 13h30 à 16h, 16h30. Donc, c'est du temps plein. On n'essaye pas de faire une grosse coupure entre midi et deux parce que souvent, on tombe sur des jeunes qui habitent loin et qui ont des difficultés ensuite à venir sur les locaux qui sont en centre-ville de Marseille. Donc, on ne veut pas qu'ils repartent chez eux et puis qu'après, voilà, c'est trop problématique. Pour capter les bénéficiaires en quartier prioritaire, eh bien, en fait, on a 2 conseillères en quartier prioritaire à Marseille qui travaillent déjà dans des centres sociaux et qui y sont depuis 7 ans. Et donc, on commence à avoir vraiment une bonne ancrage territorial dans les quartiers prioritaires, en tout cas sur 2, qui sont le 3e et le 15-16, pour ceux qui connaissent Marseille, donc la Castellane, La Ricard et Saint-Mauron. Et après, on a quand même un fort partenariat avec des animateurs SAGE, que ce soit la mission locale ou à France Travail. Donc forcément, c'est plus facile quand on travaille avec ces conseillers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'essaie de regarder en même temps. Non.
En tout cas, c'est pareil. Moi, Marion a mes coordonnées et le groupe est composé. Alors, on fait 10 participants par groupe. On fait 10, ouais, 10 participants. J'allais dire parce qu'on a été financé pour 40, ça fait 4 groupes de 10. Voilà. Et comme je disais donc, Marion a mes coordonnées. Moi, je suis toujours disponible pour échanger sur, voilà. Comme tout ce qui a été dit auparavant, nous, on n'est pas forcément des professionnels, on n'est pas enseignants de la conduite, mais on essaye de travailler avec des outils qui soient cohérents. Et pour le moment, en fait, on s'est rendu compte que la plus-value, c'était vraiment la dynamique de groupe et qu'à chaque fois on a eu un groupe vraiment où c'était un peu plus compliqué en termes de dynamique et forcément, les résultats s'en sont ressentis aussi. Les groupes où c'est une bonne dynamique, finalement, l'animateur n'est qu'un animateur. Et Jérôme, moi j'avais peut-être juste une question, enfin toi tu m'en as déjà parlé, mais peut-être en retour d'expérience qu'on a pas mal de demandes par rapport à ça, notamment dans les appels à projets, par rapport à la gestion du stress, sur les actions comme la sophrologie. Du coup, vous, avec vos quelques tests ou avec les groupes, c'est quoi un petit peu ton retour d'expérience? Alors, en fait, mon retour d'expérience, c'est que les jeunes au démarrage, en fait, ben, comment je vais dire ça, ils trouvent ça un petit peu rigolo, on va dire. Ils ne sont pas trop accrochés quand on leur dit qu'on va faire de la sophrologie. Mais ensuite, dès qu'ils sortent de l'atelier, ils se rendent compte de la plus-value et ils réutilisent en termes, que ce soit en termes de respiration, de concentration, de se recentrer sur eux-mêmes. On a eu des sorties d'examen où ben, on a des jeunes qui nous ont dit ben, heureusement que j'ai fait la sophrologie, ça m'a permis à un moment donné, alors que j'étais en train d'angoisser par rapport à une question sur laquelle j'étais en train de bloquer, je me suis recentré sur ce qui avait été dit lors de l'atelier sophrologie et ça m'a permis de me remettre en fait dans le bain. Donc c'était plutôt pertinent. Nous, la chance qu'on avait, c'était qu'on est associé à à la Cité des métiers de Marseille où où il y a des ateliers de sophrologie. Donc, quand il y en a qui tombent en même temps que notre action Boost ton code, ça nous permet, on va dire, de pas forcément avoir trouvé une sophrologue, mais sinon, on fait appel à des sophrologues extérieurs pour gérer l'atelier. Ok, ok, ça marche. Voilà. Merci beaucoup pour le retour, ouais, c'est hyper intéressant. En tout cas, c'est une vraie, ouais, Ouais. comme on en avait déjà parlé, c'est une vraie plus-value, le fait de mixer des activités ludiques et des activités gestion du stress avec de l'apprentissage du code. En tout cas, pour le côté intensif. Parce que sinon, à un moment donné, on les perd un petit peu. Par exemple, le vendredi de la première semaine, si on faisait que des cours de code, on sent qu'ils sont déjà, voilà, il y a trop d'informations. Ok. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, merci beaucoup, Jérôme, Sans problème. pour le partage. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas, si même il y a d'autres questions qui vous viennent, si c'était d'accord, Jérôme, je pourrais vous mettre en relation s'il y a d'autres personnes voilà, qui ont besoin d'approfondir certains points par rapport à votre format. Je pourrais donner ton contact si ça te va. Sans souci, sans problème. Merci beaucoup. Écoutez, je vous propose du coup, avant de passer au petit temps d'échange sur Kahoot, de donner la parole à donc, William, qui est chez Ares. Donc, je vous laisserai un petit peu introduire et vous présenter la structure, et donc qui est formateur référent. Et comme je disais en introduction, voilà, c'est Ares, un groupe qui a vraiment ils ont vraiment une très forte expertise sur tout ce qui tourne autour de l'ingénierie pédagogique. Ils ont notamment pas mal de publics qui maîtrisent mal le français. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que son retour d'expérience pouvait être super intéressant. William, si ça te va, je te laisse un peu présenter ton projet. Allô, allô? Oui, on t'entend. Ah, c'est bon. Ok, bon, petit retard au démarrage. Bah, bonjour à tous.
Je vais faire la présentation. Alors, je vais essayer de pas trop répéter parce qu'il y a beaucoup de choses déjà intéressantes qui ont été dites et voilà qu'on fait aussi. Donc, je vais essayer de sélectionner un peu ce qui est intéressant à ajouter. Du coup, donc moi, je suis formateur pour l'organisme de formation ARES Compétences. Donc, on est un organisme de formation qui travaille sur beaucoup de sujets. On a notamment beaucoup de formateurs FLE et on fait de la formation en règle générale pour des personnes en insertion professionnelle. Du coup, on a un public globalement chez ARES qui va être composé on va dire, d'une petite majorité de personnes qui ont des difficultés linguistiques, donc de personnes réfugiées, de personnes non francophones. Mais après, on va avoir en règle générale un public qui est quand même très varié. Et en l'occurrence, donc sur la formation qu'on propose sur le code de la route. Donc, c'est une formation qu'on va faire qui dure 3 jours. Donc, nous, je pense par rapport notamment à la personne qui s'est exprimée avant moi, on va avoir des personnes, je pense, qui vont être un peu moins avancées encore. Du coup, les personnes qu'on va accompagner, ça va être beaucoup de personnes qui sont vraiment au tout début de l'apprentissage du code de la route. Donc, soit des personnes qui ne sont pas encore inscrites, qui y pensent, mais qui ont un peu de mal à sauter le pas, ou des personnes qui viennent vraiment juste de s'inscrire. Et on va avoir aussi un petit peu parmi notre public des personnes qui ont essayé de s'inscrire une première fois, mais qui ont très très vite décroché. Et en règle générale, en plus de la difficulté linguistique, l'autre problématique qui va être souvent rencontrée par le public et qui revient souvent en début de parcours, quand on leur demande un peu leur ressenti par rapport au code de la route, c'est la confiance. C'est beaucoup de personnes qui ont l'impression que c'est beaucoup trop dur pour elles, soit par rapport à l'aspect français, parce que le vocabulaire leur paraît une problématique insurmontable, soit des problèmes de confiance autres qui font qu'ils ont l'impression qu'ils en seront pas capables. Donc nous, on intervient, c'est une formation qui se passe, qui est sur 3 jours, donc 3 journées sur plusieurs semaines. Donc forcément, il n'y a pas d'objectif de les amener jusqu'au code. L'idée, ça va être plutôt, soit pour des personnes qui viennent de s'inscrire, soit pour des personnes qui hésitent à s'inscrire, de leur donner un petit peu des bases, des clés de lecture, une base de connaissances et un peu de partager des outils et une méthode d'entraînement, de leur permettre en gros d'avoir suffisamment de confiance et de sentir qu'ils ont le bagage et les capacités pour pouvoir effectivement s'inscrire au code et se projeter. Donc dans ce qui va être travaillé, on va être on va dire les fondamentaux du code de la route, en tout cas tout ce qui va être les connaissances de base. Donc il y a beaucoup de travail forcément sur le vocabulaire parce que c'est une problématique qui revient beaucoup. La signalétique, les panneaux, le marquage au sol, les règles de priorité. J'ai mis ces 3-là parce que c'est les 3 choses sur lesquelles on va beaucoup revenir, parce que ça nous permet des bases sur lesquelles on se sent capable de faire monter tout le monde en compétences. Et après, on va pouvoir élargir un petit peu les sujets d'entraînement. Voilà, parler des distances d'arrêt, de l'éclairage, de l'éco-conduite, etc. D'autres sujets plus compliqués. Au niveau après des autres sujets qu'on va aborder, on va un petit peu s'adapter aussi par rapport au groupe, puisque comme c'est sur 3 jours et qu'on est limité dans le niveau de progression qu'on peut amener, l'idée, c'est pas de leur faire aborder une multitude de sujets et de les perdre, mais plutôt de voir jusqu'où on peut aller en ayant un résultat qui soit positif. Donc, on adapte un peu par rapport à chaque groupe. En termes de résultats, je disais, comme on les accompagne au début, c'est difficile d'avoir une vision sur ce qui se passe après. Alors, j'ai de temps en temps, ça fait plaisir des retours de leur chargé d'accompagnement qui me disent pour certains qu'ils ont réussi à obtenir leur code. Mais on n'a pas de vision sur les réussites au code de la route. Par contre, ce qui revient beaucoup et ce qui est beaucoup exprimé par les bénéficiaires à la fin du parcours, c'est le fait de se sentir beaucoup plus en confiance, de sentir surtout qu'ils en sont capables, qu'ils ont des capacités, qu'ils arrivent à comprendre, en fait, avoir des clés de lecture, que c'est pas un langage qui leur est impossible. Et beaucoup de personnes qui sautent le pas, qui vont s'inscrire au code, qui vont s'y mettre sérieusement, qui ont découvert des outils, qui se sentent à l'aise pour se projeter. Donc voilà, on peut passer à la prochaine slide. Du coup, nous, voilà, dans notre manière d'animer, on privilégie ce qu'on appelle la pédagogie active sur l'ensemble de nos formations, mais particulièrement sur celle-là, puisque je trouve que c'est adapté sur les sujets du code de la route. Donc, quand on parle de pédagogie active, c'est-à-dire le fait d'avoir un enseignement centré sur l'apprenant, donc là, on retrouve beaucoup de choses qui ont été déjà dites par mes collègues jusqu'ici. Et du coup, nous, ce qui va nous intéresser notamment sur toutes les activités qu'on va faire en lien avec le code de la route, c'est de partir au maximum de leurs connaissances
et leurs compétences. Donc d'éviter de lancer une activité en ayant le formateur qui va délivrer du savoir comme ça en grande quantité, mais plutôt de proposer de proposer des exercices qui leur permettent par eux-mêmes de réussir à faire émerger un petit peu des règles, des concepts. Donc, ce qu'on va faire, je ne sais pas, par exemple, pour un exercice comme les priorités ou les lignes, les marquages au sol. Donc voilà, de partir plutôt avec, de les faire travailler en binôme, avec des planches d'images du code de la route, et voilà, de leur demander un petit peu d'expliquer à chaque fois dans quelle situation je vais pouvoir dépasser, dans quelle situation je ne vais pas pouvoir dépasser, de le travailler en binôme, d'y réfléchir, et de faire ensuite une restitution collective ensemble. Et l'idée, c'est que par leurs discussions qu'ils ont eues d'abord en binôme, puis en classe entière, en comparant un petit peu leurs réponses, de réussir en partant de leurs connaissances à eux à faire émerger un petit peu toutes les règles à avoir. Donc, l'idée pour nous de cet enseignement-là, c'est, alors, outre les avantages que j'ai listés derrière, c'est aussi qu'on a le sentiment que ça permet de mieux mémoriser et de mieux s'approprier les savoirs, puisque ça part d'eux et de leurs réflexions et des échanges qu'ils ont eus en étant actifs. Donc voilà, l'autre avantage aussi de l'enseignement centré sur l'apprenant, j'en parlerai peut-être après, mais c'est que, du coup, je n'ai pas précisé, on a 3 journées de formation, c'est des journées de 7 heures, puisque les personnes qu'on accompagne qui sont salariées en insertion, ils travaillent toute la semaine et ils ont de temps en temps des moments où ils sont détachés de leur lieu de travail pour avoir des temps sociaux. Donc dans les temps sociaux, il va y avoir des temps où ils vont régler leurs problématiques sociales et aussi des temps où ils viennent en formation, donc notamment pour cette formation. Du coup, quand on a les personnes en formation, ça peut être une formation un vendredi, donc ils ont 4 jours de travail dans les pattes et là, ils ont une formation de 7 heures d'affilée. Donc l'idée aussi, c'est de s'appuyer au maximum sur eux pour les rendre actifs, dynamiser au maximum la formation et puis leur permettre d'être concentrés et en capacité de mémoriser jusqu'à la fin de la journée. Du coup, le deuxième point, donc, favoriser la collaboration. Donc, on travaille beaucoup avec des activités en binôme. On les fait beaucoup travailler à deux. Pour nous, ça a plusieurs intérêts. Donc, comme je disais, quand on lance une activité, on les fait d'abord souvent essayer eux-mêmes avec les supports visuels qu'on va leur donner. On leur propose d'essayer, eux, de trouver des solutions par eux-mêmes. Mais l'idée, quand on fait ça, c'est pas de les décourager, de leur donner une activité qui soit trop difficile. Donc, un des avantages de l'activité en binôme, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur l'autre. L'autre avantage aussi du fait de travailler en binôme et de ne pas travailler en grand groupe pour nous, c'est de s'adapter un peu au rythme de chaque participant. Quand on travaille en grand groupe, on peut avoir rapidement soit quelques personnes qui sont plus à l'aise que les autres et qui vont un peu donner toutes les réponses et porter le groupe, ou un groupe qui a un niveau relativement homogène, mais avec une ou deux personnes qui sont un peu plus en difficulté, qui vont peut-être être perdues en essayant de tenir le rythme du reste du groupe. Donc le fait de travailler en binôme à deux, ça permet de laisser le temps à chacun de réaliser l'exercice à son rythme. Ça permet aussi aux étudiants de s'entraider, puisque nous, quand on anime, c'est des formations, on a une dizaine de personnes environ, et on peut avoir un formateur seul, et déjà le formateur ne peut pas être tout le temps disponible immédiatement pour chaque apprenant. Et puis les apprenants, des fois, peuvent trouver aussi des mots peut-être qui résonneront mieux que les autres. Enfin, l'idée, en gros, c'est qu'en plus de l'aide apportée par le formateur, puisse aussi avoir l'aide apportée par les pairs. Donc, les apprenants vont s'entraider pendant les activités. Ça permet de les responsabiliser, de les impliquer le fait de favoriser la collaboration, je reviens sur ce que disait mon collègue juste avant, enfin pas mon collègue, mais la personne qui s'exprimait juste avant. Le fait de travailler beaucoup en binôme, de travailler en petits groupes, ça permet aussi de faire groupe et d'avoir, de ne pas avoir 10 personnes qui sont là par hasard, mais d'instaurer vraiment une dynamique de groupe avec une envie de s'entraîner, une bienveillance collective, etc., pour que chacun soit à l'aise aussi pour s'exprimer, éventuellement faire des erreurs, etc., pendant la formation. J'ai mis travailler en classe inversée. Alors, ce qu'on appelle normalement la classe inversée, c'est pas exactement ce qu'on fait. Quand je parle de travailler en classe inversée, c'est responsabiliser aussi les apprenants qui vont être éventuellement plus à l'aise ou quand ils vont commencer à se sentir plus à l'aise, c'est-à-dire que on va faire un petit peu des ateliers sur des thématiques spécifiques, donc sur les panneaux, sur le marquage au sol, sur les règles de priorité, sur l'éclairage sur la route. Et puis, on va faire aussi, bien entendu, des sessions de code de la route, de temps en temps, plus ou moins difficiles au fur et à mesure qu'on avance. Et du coup, dans ces moments-là, ça peut être aussi de proposer aux apprenants d'expliquer leurs réponses. C'est-à-dire qu'on a
On a passé une planche, vous m'avez mis que vous mettiez la réponse à aider. Maintenant, je vais demander si j'ai un volontaire pour expliquer pourquoi il pense que c'est cette réponse. Et l'idée, c'est ce qu'on fait notamment au début de parcours, c'est de leur donner l'habitude de ne pas se concentrer forcément juste sur le fait d'avoir bon, éventuellement au hasard, ou en tout cas d'avoir bon, mais de ne pas savoir l'expliquer exactement, mais aussi d'être capable de mettre du sens sur leur réponse. Donc voilà, dans le troisième, j'ai mis oui, favoriser l'implication. Bah là, ça va être concevoir des activités ludiques. C'est ce qui est beaucoup revenu dans toutes les interventions, à faire des activités ludiques pour garder les apprenants motivés. Pour moi, l'intérêt du ludique aussi, c'est que le code de la route, il y a quand même une chose à laquelle on n'échappe pas, c'est qu'il faut beaucoup répéter, hein, beaucoup recommencer, réapprendre les mêmes choses, se tromper, recommencer, etc. Donc faire des activités ludiques, je trouve que ça permet un peu déjà de dédramatiser l'apprentissage et l'erreur. Et puis ça permet aussi d'éviter que le groupe lâche quand on travaille peut-être pour la 3e, 4e fois sur une même thématique, parce qu'il faut, pas sur une journée, mais sur les 3 jours, ça fait la 3e fois qu'on revient sur une même thématique. On essaye de varier un peu la manière de la travailler sur le vocabulaire. On a plusieurs manières de travailler le vocabulaire. On va avoir des choses avec des visuels de vocabulaire qu'il faut associer avec des étiquettes. On va avoir plusieurs activités. Et puis, je ne sais pas, sur le 3e jour, on va le travailler un peu différemment. On va faire un memory. On a un memory de vocabulaire où ils ont des étiquettes avec les termes de vocabulaire d'un côté et les planches avec les visuels de l'autre. Et bah, comme dans le jeu memory, pour ceux qui connaissent, ils retournent à tour de rôle pour essayer de trouver les paires. Et puis bah là, l'idée, quand on va faire ça, là, ils vont se prendre dans le jeu, dans la compétition, mais au final, à force de retourner, à chaque fois qu'ils retournent une image, on doit réexpliquer ce que c'est. Donc en fait, on fait beaucoup de répétitions, on réexplique beaucoup de fois s'il y en a qui n'ont pas compris à quoi correspond une image, ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc c'est essayer de faire de la répétition sans que ce soit trop rébarbatif, pardon. Et bah la dernière, le dernier point, il va avec les autres, en fait, c'est que faire de la pédagogie active et mettre les apprenants au cœur de l'apprentissage, ça veut dire aussi pour le formateur se mettre en retrait. Donc nous, c'est ce à quoi on essaie aussi d'être attentif, c'est au niveau de la posture. Dans l'idéal, je dis bien dans l'idéal, je vais y revenir, le formateur se met en posture de facilitateur. C'est-à-dire qu'il est là pour créer des activités qui permettent aux apprenants au maximum de faire émerger des solutions par eux-mêmes. Et l'idée, c'est que le formateur, c'est qu'en laissant les apprenants sortir le maximum de solutions possibles, le formateur va avoir moins d'informations à donner, puisqu'il y a beaucoup des informations qui sont trouvées directement par les apprenants. Et l'idée, c'est de donner moins d'informations, mais de mieux capter l'attention quand on le fait. Donc typiquement, quand on fait un exercice, de ne pas faire une longue explication qui va durer, je ne sais pas, une trentaine de minutes où les apprenants vont avoir un niveau d'énergie qui baisse et derrière de leur proposer un atelier, mais plutôt de leur proposer d'abord un atelier, alors bien sûr un atelier qui puisse réussir, de voir tout ce qu'ils ont réussi à trouver grâce à cet atelier et nous ensuite nous concentrer sur les quelques points qui étaient plus difficiles. On peut passer à la slide d'après. Alors là, je vais passer vite, c'était juste pour montrer un petit peu des exemples d'activités qu'on a pu proposer. Voilà, j'ai pris celles où j'avais des images qui pouvaient être à peu près compréhensibles. Donc là, vous avez dans les activités assez basiques, vous avez l'activité sur le travail sur le vocabulaire en binôme. Donc là, on va être juste dans l'idée, on a mis des étiquettes, des visuels sur les vitres et les apprenants ont des étiquettes de mots de vocabulaire qui peuvent être un peu compliqués. Donc, je sais pas, agglomération. Je commence à être fatigué, on est à la fin de semaine, mais voilà des termes de vocabulaire qui vont être un peu compliqués, de mettre la bonne étiquette sous la bonne image. Là, typiquement, c'est une activité qu'on va faire en retour après le repas, qu'ils vont faire en binôme. Et l'idée, c'est qu'ils se baladent un peu dans toute la salle en fait avec leurs étiquettes pour trouver. L'intérêt pour nous, c'est de les mettre un peu debout déjà, de ne pas passer toute la journée dans la même position, assis sur une chaise à côté de la même personne, mais de se déplacer un peu. Et pareil, ils vont faire l'activité d'abord à deux, ils placent les étiquettes. Ensuite, ils vont se corriger tous ensemble en grand groupe et l'animateur va arriver vraiment juste à la fin pour corriger si besoin. Idéalement, on n'a même pas besoin de corriger. L'activité qui est en haut, le crayon coopératif, alors on a repris, c'est un outil qui existe dans la ludopédagogie pour ceux qui connaissent. C'est un crayon coopératif qui est tenu par plusieurs personnes en même temps. Vous avez le gros cercle, chacun tient une ficelle et vous avez un stylo au bout. Et en gros, normalement, quand ça s'utilise, c'est pour travailler notamment les savoir-être. On va demander aux personnes d'écrire un mot tous ensemble. Donc, il faut travailler la coordination, la communication, etc. Nous, quand on le fait là, on l'a un peu adapté. On a fait un petit circuit dans la ville avec une route, des panneaux, etc.
Et on va leur proposer d'aller d'un point A à un point B en respectant le code de la route. Donc ça, on n'est pas sur une activité qui va travailler une thématique en particulier, mais plutôt sur une activité pour réviser et revoir un peu les points qui sont plus compliqués. Et du coup, ils vont partir tous ensemble et devoir arriver jusqu'au point B, et en se mettant d'accord à chaque endroit, est-ce que c'est la priorité à droite, que veut dire ce panneau, etc. Donc c'est pareil, c'est pour revoir un peu les priorités, les panneaux, faire de la révision, mais d'une manière un peu ludique et qui change et qui les garde impliqués. Et le dernier à droite, donc j'ai mis en construction collective. Donc là, ça va être pour moi sur les adaptations notamment qu'on fait pour permettre à tout le monde de participer, même quand il y a des plus petits niveaux de français. Donc là, c'est une activité sur la sécurité, sur les dangers au volant. Donc on leur donne, là, il n'y a pas toutes les cartes, hein, mais on leur donne une série de cartes qui correspondent à des comportements dangereux au volant. Et on va leur demander de les classer en 3 catégories qui correspondent aux 3 cartes que vous avez en bas. C'est dangereux, mais ce n'est pas interdit. Je risque au moins une amende et je peux perdre mon permis. Donc pareil, ils ont un temps d'échange en duo. Donc là, on a, comme pour beaucoup de nos activités, on met toujours des visuels en plus du texte pour faciliter la compréhension. Et du coup, voilà, ils vont avoir un temps d'échange ensemble. Ensuite, pareil, on va corriger ensemble. Et à la fin, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'ils aient bon ou faux, c'est qu'ensuite, on va voir quelles règles on va en ressortir. Quelles règles on va en sortir. Sur le conduire 6 heures sans permis, ça va plutôt être de parler de la recommandation de s'arrêter toutes les 2 heures. Voilà, sur le téléphone au volant, de préciser que c'est autorisé uniquement avec le Bluetooth. Mais voilà, c'est un petit exercice de réflexion collective pour leur montrer aussi qu'ils connaissent des choses et partir de leurs connaissances à eux. Et ensuite, en profiter pour faire ressortir les règles de sécurité essentielles. Et on peut passer à la dernière slide. Du coup, donc, dans les apprentissages qu'on a eus, alors par rapport à la méthode de travail, ce qu'on essaie de garder en tête, c'est de travailler le plus possible en contexte. Alors, il y a travailler le plus possible en contexte, c'est-à-dire qu'on fait des activités ludiques. Là, j'ai donné des exemples d'activités, mais pour beaucoup d'activités, quand on va travailler sur les priorités, sur les marquages au sol, sur beaucoup de choses, surtout au fur et à mesure qu'on avance, on va essayer de travailler beaucoup avec, par exemple, des captures d'écran d'images qui correspondent à une question du code de la route. Donc voilà, qui travaillent sur une image, qui analysent une image qui correspond au type d'image qu'ils vont avoir quand ils travaillent sur le code de la route. Il y a quelques activités où on commence juste à travailler sur les dangers au volant. On le fait avec une activité un peu différente. Mais essayer de travailler le plus possible dans un contexte qui correspond à la compétence qu'ils doivent avoir. C'est-à-dire, l'objectif, c'est qu'ils soient capables de passer le code de la route. Donc, garder ça pour travailler en contexte. Et surtout, je précisais, faire le lien entre l'activité proposée et l'objectif visé. C'est-à-dire que dès qu'on fait des activités ludiques ou décalées, donc sur ce que je dis là, je pense à ce que disait la personne avant moi sur le fait de faire de la sophrologie, etc., d'aller encore plus loin sur les compétences à travailler sur le code de la route. C'est vrai qu'on garde toujours en tête que pour que les gens s'impliquent là-dedans et comprennent l'intérêt, c'est important que le formateur aussi explique pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ce travail, pourquoi j'ai décidé de le faire de cette manière-là, qu'est-ce que je pense que ça peut vous amener pour que le groupe soit partant. Et comme je mets là, notamment pour certaines activités que nous on a, quand on fait le memory, expliquer l'intérêt, qu'ils ne se disent pas juste on joue pour jouer. Le deuxième, ça a déjà été dit, c'est nous les limites qu'on a puisqu'on travaille uniquement en présentiel, c'est de sensibiliser, d'accompagner les apprenants pour mettre en place une méthode de travail en autonomie et prendre conscience que la salle de classe n'est pas suffisante. Donc ça a été beaucoup dit. Nous, on essaie de présenter un petit peu des outils actifs permis. En voiture Simone, on a les livrets du code de la route qui sont proposés qui nous sont envoyés par Roule. Et on essaye de prévoir aussi dans chaque journée des petits temps de travail un peu plus en individuel, de prise en main des outils et où les formateurs font un peu se déplacer pour les aider à trouver une méthode un peu de travail entre les formations qui soient adaptées. Et notamment, on fixe souvent entre deux journées de formation, on va leur fixer un petit objectif. On va leur proposer de le fixer eux-mêmes d'ailleurs. Un objectif atteignable qu'ils vont se fixer pour la prochaine fois. Qui peut aller, des fois, pour ceux qui sont à l'aise, il y en a qui vont dire, moi, j'aimerais bien faire moins de 20 fautes, moins de 15 fautes, etc. Et pour d'autres, ça va déjà juste finir une session de code de la route, par exemple, sur Active Permis ou sur En voiture Simone. L'objectif, c'est eux qui le définissent par rapport à leur capacité, mais par contre, l'idée, c'est de se fixer un objectif et de garder en tête qu'il faut travailler en dehors de la salle de classe. Et la dernière chose, c'est le fait de sentir son groupe. Là, c'est par rapport à ce que je parlais sur le formateur facilitateur. Alors, parce que c'est des grands mots, mais on s'adapte toujours aussi au groupe qu'on a et aux difficultés qu'on va avoir. Nous, on a un public avec des difficultés linguistiques, donc c'est aussi important d'être flexible
Alors, quand on fait des activités, de faire en sorte qu'elles soient suffisamment difficiles pour être stimulantes, mais qu'elles soient à la portée des apprenants, pardon, pour qu'ils puissent faire émerger les règles par eux-mêmes. Si c'est trop difficile, ça va être décourageant. Et si c'est trop simple, bah, ils apprennent rien et c'est ni ludique, j'ai oublié le mot, mais ils en tirent pas de satisfaction, voilà. Et bien sûr, bah, c'est aussi aux formateurs de s'ajuster et de voir aussi à quel point les apprenants vont avoir besoin peut-être parfois d'un peu plus d'accompagnement individuel ou d'un peu plus même d'explications descendantes. On essaie de le faire le moins possible, mais c'est pas non plus un gros mot de prendre un peu un temps à un moment donné pour réexpliquer un concept si la méthode de travail qu'on avait au début était pas adaptée ou que l'activité ludique qu'on a proposée n'a pas suffi. Et j'ai terminé. Merci beaucoup, William. C'était hyper riche. Je pense que ça a donné plein d'infos et d'idées aux participants. Je crois qu'il y avait à l'écrit, tu as 2 questions. Donc, tu as un commentaire de Laurie Schmidt. Vous travaillez la notion jusqu'à ce qu'elle soit comprise, mais vous avez des différences de niveau ou bien vous faites des groupes par niveau, si je comprends. Ah oui, effectivement, oui, bonne question, je n'en ai pas parlé. Alors, ça dépend, c'est pour ça que sur la première slide, je mettais dans les sujets les priorités, la signalétique et le vocabulaire. Ça, c'est des sujets sur lesquels l'objectif, c'est que chaque personne maîtrise ces notions-là à la fin. On connaisse le vocabulaire spécifique du code de la route. Une partie, bien entendu, hein, il y a toujours un mot ou l'autre qui peut poser un problème, qui soit à l'aise sur le marquage au sol, les panneaux. Donc, sur certains sujets, on estime que ça va être utile pour tout le monde. On peut, à un moment donné, sur les 3 jours, commencer à faire travailler certains apprenants sur une thématique qu'on ne fera pas forcément travailler à tout le monde. On va commencer, surtout à partir du 2e, 3e jour, à faire ce qu'on appelle la pédagogie différenciée, donc à faire des petits groupes. Donc, tout le monde travaille sur le même sujet. Par exemple, on est sur les panneaux du code de la route. Tout le monde travaille sur le même sujet, mais j'ai fait 2 exercices avec des niveaux de difficulté un petit peu différents pour que tout le monde puisse réussir à son niveau à lui. Soit ça peut aussi être directement, bah, il y en a certains qui vont continuer à faire de la révision sur ce qu'on a déjà vu parce que c'est déjà très bien pour eux, et d'autres pour qui on va amener d'autres thématiques. Et pareil, on va faire des groupes de travail. 3 personnes qui vont aller sur cette nouvelle thématique qu'on introduit et 4 autres personnes qui vont être plutôt en révision sur une thématique qu'on a déjà vue. Mais l'idée, c'est que si je commence à faire travailler quelque chose à quelqu'un, dans ma tête, alors après, il y a toujours des ratés. On travaille avec de l'humain, on ne peut pas atteindre la perfection, mais dans ma tête, si je commence à faire travailler un objectif, à faire travailler une thématique à quelqu'un, l'idée, c'est c'est que l'objectif pédagogique soit atteint à la fin. Mais par contre, ouais, on fait des groupes de travail. Tout le monde ne travaille pas exactement de la même manière à chaque fois. Okay. Je ne sais pas si c'était assez clair. En tout cas, j'ai l'impression que c'était clair. Ouais, c'est hyper intéressant cet aspect. Même pour nous, je pense, pour nos ateliers, cette approche un peu différenciée pour s'adapter. Et tu avais une question de Bernard Pasquereau. Qui finance ces ateliers? Alors, on est dans un petit flou artistique en ce moment, puisque c'était financé par l'OPCO jusqu'ici. Et l'OPCO a restreint la liste des formations qu'il finance, donc c'est plus financé. Donc, pour le coup, pour l'instant, c'est financé par le groupe, par l'organisme de formation. Du coup, on est un organisme de formation, mais à l'intérieur d'un groupe, à l'intérieur d'ARES, qui est un groupe d'associations dans l'insertion. Et du coup, pour l'instant, c'est financé par le groupe, puisqu'on n'a plus de financement externe. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce que vous avez des dernières questions pour William? Pas de questions, mais en tout cas, on a des retours qui disent que c'est très intéressant et inspirant. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, après coup, si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à me les transférer, à Charlotte. On vous enverra un mail de toute façon à l'issue et nous, on pourra aller vous mettre en contact ou creuser certains sujets si besoin. Mais en tout cas, merci beaucoup, William, pour ton intervention. C'était hyper intéressant. C'était une dernière question. Combien sont-ils au sein du groupe de travail? Alors, j'imagine que c'est quand on fait des... Alors, quand on fait des formations, on a entre 8 et 10 personnes en règle générale. Et quand on les met en... Voilà, oui, les formations, voilà, ça va être 8 ou 10 personnes.
Et après, quand on travaille en petits groupes, si on fait des groupes différenciés, un groupe, pour moi, c'est à partir de 2 personnes. Donc après, je vais m'adapter selon le nombre de groupes que j'ai. Est-ce que je considère que j'ai 2 types de niveaux différents dans mon groupe? Est-ce que j'en ai 3? On va s'adapter, mais quand on fait une formation, ouais, c'est entre 8 et 10 personnes pour des contraintes de salle. Et, ouais, j'aurais tendance à dire qu'avec cette méthode de travail, pour un formateur, à mon avis, 10, c'est bien. Ça peut être possible de faire plus avec du monde. L'intérêt de travailler en binôme, après, c'est qu'on peut quand même travailler avec plus de personnes. Mais je trouve qu'avec un public qui a notamment des difficultés linguistiques, c'est compliqué d'avoir trop de personnes quand même. Ok, merci beaucoup pour la précision. Super, merci beaucoup William pour toutes ces Merci à infos. tous. Du coup, on va passer. On a un petit peu débordé, mais je pense que c'est bien qu'on ait pris le temps, parce que c'était vraiment, je pense, un peu la base de ce webinaire, ces interventions et ces partages d'expériences. De toute façon, on en fera certainement d'autres, hein, selon vos retours. En tout cas, si vous avez apprécié, vous aurez aussi, vous, l'occasion d'échanger. Du coup, si ça vous va, on va finir. On va peut-être, désolé par avance, déborder de 5-10 minutes grand max pour le dernier caout. N'hésitez pas, si vous avez des contraintes, il n'y a pas de souci à y aller. Là, c'est plutôt pour vous demander ce que vous faites, parce que vous faites certainement plein de choses. Donc, si vous avez, vous, des idées, des retours d'expérience, tel outil marge-main, etc., c'est l'occasion de le partager, du coup, dans ce caout. Donc, je vais me reconnecter. Là, ça va être juste quelques questions pour voir ce que vous mettez en place. Là, c'est vrai que c'est une partie intéressante. Donc, désolé par avance, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se connecter à Kahoot. N'hésitez pas, je vois que vous échangez beaucoup sur la conversation, c'est chouette. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous n'avez pas envie de vous connecter à Kahoot ou si c'est plus pratique sur Kahoot, mais mettez directement la réponse aux questions dans la conversation, ça sera très bien aussi. Et ça nous permettra d'avoir l'information pour qu'on la compile dans la synthèse qu'on vous enverra. Là, vu qu'on est un peu à la limite du timing, je vous propose on avait prévu en fait de vous répondre aux questions sur Kahoot et pour les personnes qui souhaitent partager de vive voix, en fait prendre la parole. Je suis désolée, on n'aura pas le temps pour ça et on ne veut pas vous faire trop déborder. Déjà qu'on va vous faire déborder de quelques minutes. Donc en tout cas, déjà, vous aurez une première matière là avec les réponses au Kahoot. Comme je disais, on les synthétisera et n'hésitez pas à faire des commentaires complémentaires dans la conversation. Et de toute façon, je vois qu'il y a un groupe, un canal Teams qui s'est créé au cours du webinaire. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Nous, on sera amenés à mettre en place d'autres choses, d'autres webinaires, peut-être des cafés un peu thématiques où vous pourrez… en tout cas, sachez que si vous êtes intéressé, s'il y a de l'intérêt, que ça vous a plu, on prévoira d'autres temps d'échange pour pouvoir un peu approfondir différents sujets. Et je me permets peut-être… comme on arrive à l'heure théorique de fin, avant qu'on ait une vague de départ, on va vous transmettre un petit questionnaire de satisfaction d'ici demain. Alors, je sais que le questionnaire de satisfaction, ce n'est pas le truc le plus fun du monde à remplir, mais promis, ça prend vraiment 5 minutes. Et ayez bien en tête aussi, surtout que nous, c'est vraiment un projet qui est autofinancé par l'entreprise. Et donc, nous, on a besoin aussi de récupérer de la matière qui nous permet ensuite d'aller défendre d'autres projets, éventuellement de financer de nouveaux outils, d'avoir de nouvelles pistes de réflexion. Donc, c'est très important pour nous d'avoir vos retours, de connaître vos besoins. Ça nous permet de collecter un maximum de matière et ensuite d'aller faire des demandes un petit peu plus haut. Oui, tout à fait. Tu fais bien de le préciser. Ouais. Et il ne faudra pas hésiter du coup à être transparent, parce que nous, on est vraiment preneurs de retours sincères et c'est ça qui nous permet de nous améliorer et d'enrichir la plateforme. Donc, il ne faudra pas hésiter à être totalement honnête. Écoutez, pour ne pas trop déborder, je vous propose qu'on commence. Pour les personnes qui n'arrivent pas à se connecter, n'hésitez pas, comme j'ai dit, à passer par la conversation. Donc, en gros, il y a 4, si je ne dis pas de bêtises, il y a 4 questions. Pour voir, vous, ce que vous mettez en place, comme je disais. Alors, la première question, donc c'est à vous de remplir, hein, c'est comme là tout à l'heure avec une page de texte. C'est une question ouverte. Est-ce que vous, de votre côté,
Il y a des choses que vous avez mis en place sur le sujet de la motivation et qui fonctionnent bien et qui fonctionnent bien, ou au contraire des choses que vous avez testées et qui ne marchent pas, ça peut être bien de le préciser. Mais voilà un petit peu vos retours d'expérience, vraiment focus sur motivation plutôt. Et après, on aura quelque chose plus sur les outils. Donc, là, vous avez un peu plus d'1 minute là pour répondre. Cette fois, je vais essayer de ne pas passer les réponses. Alors, je vais afficher les réponses. Merci beaucoup. Alors, bon, pareil, je vais essayer de passer rapidement, parce que c'est dur de faire une synthèse comme ça en live, mais on vous synthétisera tout ça. Donc, ludique. J'ai l'impression que ludique, ça revient souvent. Il y a un aspect coaching, les objectifs et le fait de faire un groupe et de fédérer le groupe aussi, c'est mis en avant. Rebooster selon les résultats, encourager et mettre l'accent sur le positif et sur les progrès et les résultats. Donc, il y a Kahoot aussi qui revient. Objectifs, ça revient pas mal, se fixer des objectifs. Des challenges avec des récompenses à la fin, ça l'aspect jeu, le Kahoot aussi, ça c'est quelque chose que vous mettez déjà en place. Le suivi régulier, les encouragements, c'est un peu ce qu'on a dit, c'est vrai ça au départ. Le fait de faire des points réguliers pour voir où en est la personne, comment elle se sent, ça c'est vrai que je pense que c'est hyper important aussi. La régularité des sessions, ça je pense aussi c'est hyper important. On sait qu'aussi il y a des contraintes d'agenda, donc c'est pas forcément faisable pour toutes les structures, mais c'est vrai que ce qui ressort même des conseils d'auto-école, etc., c'est vraiment plus c'est régulier, plus c'est intéressant, compétition, objectif, challenge, le feedback, contrat d'engagement aussi, donc il y a des structures qui le mettent déjà en place, valorisation des acquis, ok, identification des points forts, ok, donc vous êtes aussi nombreux à mettre en avant cet aspect focus sur le positif, sur les progrès, sur les points forts des personnes, suivi individualisé. Ok, super. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant comme débat. Je pense pour vous de voir ces réponses et aussi pour nous pour collecter de la matière. Super, merci beaucoup. On va passer à la question suivante, qui est pareil, une question ouverte. Donc pas focus motivation, mais là focus sur public avec des difficultés d'apprentissage. Peu importe les types des problématiques, mais alors, si vous n'avez pas d'outils justement et que vous en cherchez, c'est intéressant aussi de le mettre parce que nous, ça nous confirme qu'il y a un besoin et que voilà, vous ne savez pas comment forcément vous y prendre. Voilà, est-ce que vous avez un outil simplifié qui marche en dehors peut-être des outils permis solidaires si vous les connaissez, qui marche bien et préciser peut-être pour quel site vous l'utilisez. Est-ce que c'est la maîtrise de la langue? Est-ce que c'est des troubles cognitifs, des personnes dyslexiques, etc. Et voilà, donc soit vous en avez, c'est intéressant de les partager, mais comme j'ai dit, si vous n'en avez pas, vraiment, ça peut être hyper intéressant pour nous aussi d'avoir cette information. Parce qu'on sait que c'est un sujet qui revient souvent quand on échange avec vous. Alors... Donc, l'utilisation de jeux. Donc, il y a notamment un jeu qui est cité Sauf ton permis et des vidéos appuyées sur les supports DigiSchool. Oui, ça, c'est des choses aussi qu'on utilise. L'utilisation d'images. Donc, imagier, ça revient plusieurs fois. C'est intéressant, il y a une question après sur ça. Il y a une structure qui parle du simulateur de conduite. Ça, je pense que ça pourrait être l'occasion aussi d'autres échanges, de futurs échanges sur le sujet. C'est justement l'une de mes questions. Donc, support visuel simplifié, les vidéos, ça revient pas mal de fois. Donc, le jeu Sauve ton permis et la plateforme Gérib, donc on a une structure qui l'utilisait déjà. Travail en binôme, refaire des sessions en différé de quelques jours. Et alors, il y a un outil qui est cité, le livre En route. Éditeur Le Français pour adultes, beaucoup de visuels et d'images. Ok, intéressant, je ne connaissais pas. Donc ça, on va le noter aussi en référence pour que vous ayez l'information. La répétition, la classe inversée, donc il y a plusieurs structures qui disent justement que c'est un besoin. Suivi individualisé. Le jeu Sauve ton permis revient pas mal. Il y a la possible mise en pratique, effectivement, d'utiliser
un plateau ou une image et de vous mettre les situations en réel. Et aussi le visuel. Ok, super, intéressant. Et pareil, on en fera une synthèse. Donc, dernière question sur le simulateur de conduite, justement. On mène une petite étude en fait sur le sujet pour voir un petit peu les apports, que ce soit sur le code et la conduite. Donc la première question, elle sera rapide, c'est est-ce que vous en avez un dans votre structure? Et si oui, le bleu, c'est les simulateurs plutôt. Donc nous, on connaît surtout The Good Drive, donc mobile, c'est-à-dire sans levier de vitesse, plutôt avec le volant plutôt PlayStation et petit écran, ou s'ils avaient les versions un peu plus grosses, donc The Good Drive, ils en font aussi, ou les modèles Oscar de Code Rousseau, les gros aussi des teasers, je ne sais plus le nom, mais... Et aussi, soit vous n'en avez pas et ça ne vous intéresse pas spécialement, ou soit vous n'en avez pas, mais c'est quelque chose que vous aimeriez bien avoir. Ça sera intéressant pour notre enquête. Alors, donc, pour résumer rapidement, vous êtes 10, vous n'en avez pas, vous n'en avez pas forcément besoin. Un tiers, 10 non. Donc, en fait, vous êtes une majorité à ne pas en avoir, mais vous êtes 10 à souhaiter peut-être en avoir un. Vous avez pas mal une majorité à le The Good Drive et vous êtes 2 à avoir un gros simulateur. Ok, très bien. Et la dernière question, pour finir, après on vous libère. Bon, justement, il y a peut-être qu'une partie, là il y aura peut-être un nombre restreint de personnes qui peuvent répondre, mais si vous en avez un qui soit mobile ou gros, nous en fait comme je disais on fait une étude sur le simulateur, donc on aimerait bien savoir, là c'est focus apprentissage du code, est-ce que pour vous ça vous aide à maintenir la motivation, à mieux comprendre à mieux comprendre les notions théoriques, enfin, voilà, comment vous vous positionnez un peu pour l'apprentissage du code. On mène une enquête un peu globale sur les simulateurs. Peut-être on en tirera un peu un livre blanc ou un support, on est en train d'y réfléchir, qu'on pourra vous partager. Donc si vous avez des retours d'expérience sur le sujet, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous l'indiquer peut-être dans la conversation si vous avez des choses à dire, et on viendra peut-être vous contacter un peu plus tard ou vous soumettre un questionnaire pour un peu venir nourrir notre réflexion. D'accord, ok. Donc vous êtes quand même dans les personnes qui en ont, hein, vous êtes une majorité à trouver ça utile, plutôt utile ou très utile, et vous êtes du coup 3 à considérer que c'est pas utile, mais d'accord. Donc pour les personnes qui en ont, vous considérez quand même que c'est un bon outil, ok, pour l'apprentissage du code. Ok, super, merci beaucoup pour vos retours. Pour finir, j'ouvre une dernière slide. C'est juste pour vous donner, Charlotte en a déjà parlé, hein, donc elle a parlé du support c'est juste pour vous donner les dernières étapes qu'on a déjà un peu dites, mais c'est pour tout resynthétiser. Si par hasard vous ne connaissez pas Permis Solidaire et que vous voulez accéder à nos outils, n'hésitez pas à contacter Charlotte ou moi, vous aurez notre mail, on va vous envoyer un mail pour vous voir, pour vous inscrire au projet, on vous donnera toutes les informations. Donc Charlotte va vous diffuser le questionnaire, donc je ne vais pas revenir dessus parce qu'elle vous a tout dit. Peut-être un peu plus tard, parce qu'il nous faudra un petit temps, on vous donnera la synthèse des échanges. Donc dans un premier temps, on peut vous envoyer les replays sans problème. La synthèse des échanges, ça va nous prendre juste quelques jours. Donc en tout cas, on vous l'enverra dans un second temps. Et voilà, donc en fonction de vos retours sur le webinaire, sachez qu'on prévoit certainement organiser d'autres, soit du même format, soit des peut-être plus courts, sur une séance, une thématique un petit peu spécifique, soit le permis AN, la conduite supervisée, le simulateur, selon ce que vous nous direz aussi un peu dans le formulaire. Et on pense en tout cas que ça sera quelque chose et un outil complémentaire qu'on va développer sur 2025. Parce que là, on est content, vous avez été vraiment nombreux à participer, il y a eu des échanges super riches. Voilà, on ne vous embête plus. En tout cas, un grand merci déjà à tous pour votre participation. Ça a été, je pense, hyper dynamique. Vous avez beaucoup réagi, donc c'est chouette. Et merci beaucoup forcément à nos 3 intervenants qui, j'espère, vous ont donné plein d'idées et de l'inspiration dans vos méthodes et dans vos ateliers. On est à votre dispo avec Charlotte. Si vous avez des questions, peu importe sur quoi, en tout cas, vous aurez nos mails et n'hésitez pas
à nous contacter. On espère du coup qu'on restera en contact et qu'on va se revoir pour d'autres échanges certainement sur 2025. Merci beaucoup à tous en tout cas. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à tous.